Fréquence Motors. Bonjour tout le monde, bienvenue aujourd'hui à un nouvel épisode de Fréquence Motor. Je suis encore sur mon ancien nom, moi. De Fréquence Motor. Aujourd'hui, j'ai bougé un petit peu. Je suis à Besançon et je suis avec John. Bonjour à tous. Ça va, John? Ouais, ça va, super. Merci à toi d'être venu. Ben, surtout, merci à toi d'avoir organisé... Ravi de t'accueillir parmi les locaux de Harlay-Besançon. Puis un grand merci d'ailleurs à eux de nous avoir laissé leur local pour faire cette petite entrevue. C'est clair. Franchement, je les remercie tout de suite parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'à la fin, je vais oublier. Mais j'ai été super bien accueilli. Donc, comme dit John, on est dans la concession Harley-Davidson de Besançon qui a déménagé il y a peu, qui a une super concession. Ouais, tout neuf. Et là, on est entre midi et 2, donc on est tranquille. Ouais. Pas de clients, pas de bruit. On a le choix en plus des motos. Donc, si jamais on veut se barrer avec... Road Glide CVO, on peut. C'est ça. Si tu dois savoir où sont les clés, moi je sais pas. Donc, non, ils sont tous en mode démo, on peut. Donc voilà, on est dans ça. Ceux qui regarderont du coup la vidéo, vous verrez, on est dans une super belle concession. Je ferai 2-3 petites stories et tout. On a été très bien accueillis, donc je remercie chaleureusement Harley-Davidson Besançon pour l'accueil. Comment vas-tu, John? Eh ben écoute, super. Mieux que le temps, hein, on va dire. C'est sûr. Pas dur. C'est sûr. Alors nous, on se connaît pas. Non. C'est la première fois qu'on se rencontre. On s'est contacté il y a très peu de temps sur Instagram. Mon dernier épisode avec Alex de Ghost Custom m'a mis un lien, puisque du coup, vous connaissez, c'est lui qui a réalisé la peinture de ta moto. Mais ce qui est marrant, c'est que je t'avais contacté 48 heures avant pour savoir un peu où tu étais. Ça fait plus longtemps que je suis ce que tu fais. J'avais déjà vu tes pièces passer parce que je me suis intéressé au Club Style, je pense, il y a peut-être un tout petit peu plus d'1 an. J'avais même un projet d'en faire un avant de faire le show que j'ai fait. J'ai eu une très longue hésitation entre acheter un Lowrider S. Si c'est rentré dans ta tête, ça va arriver un jour, c'est obligé. Et acheter le Shovel. Et j'avoue que je pense que j'y viendrai en utilitaire, puisque voilà, je trouve que c'est des motos. Tout dépend de la valeur que tu y mets. Mais elles sont plus faciles à conduire que mon Shovel. Et puis, on en reparlera peut-être un peu plus en détail après, mais niveau polyvalence, on est sur quelque chose irréprochable. C'est ça. Ouais. J'ai tout à apprendre de toi, donc ça c'est plutôt cool. Comme beaucoup de monde d'ailleurs. Bah du coup ça va être c'est cool. Le bon outil pour pouvoir faire connaître un peu qui est John. Et du coup je vais commencer par la base, je vais te laisser te présenter. Ok. Eh ben écoute, moi c'est John, donc 31 ans, né à Besançon, de Besançon, voilà, toujours resté dans le coin. De formation, alors je vais dire fraiseur-tourneur parce que c'est plus parlant, mais bon, à l'époque, quand on était au lycée, c'est toujours tourné, je crois que c'était MPMI, pour dire en gros aux gosses, venez voir, c'est un truc un peu mieux quand même. Donc voilà, de formation industrielle. J'ai aujourd'hui toujours d'ailleurs ma première activité, à savoir, donc je suis cadre dans l'industrie. Je fais tout ce qui est prototypage sur l'aéronautique, je fais un peu de joaillerie, d'armement, enfin voilà, des pièces assez techniques, complexes. Et donc, fondateur de MJ depuis 3 ans, 4 ans. Ouais, avec le Covid, c'est un bordel, hein. C'est vrai que j'ai la notion du temps zéro depuis cette époque. Donc on va dire moins de 5 ans. Et donc j'ai un peu lié, on va dire, cet aspect technique avec d'autres corps de métier et d'autres domaines de métier joints avec celui de la moto et des accessoires moto, quoi. Ok. Alors pour qu'on refasse un peu le chemin de John qui va le mener jusqu'à cette activité-là, parce que nous, c'est vraiment cette activité-là aujourd'hui qui fait qu'on a fait ce podcast. Donc, au niveau des pièces, comment tu te définis aujourd'hui par rapport à ça? Comment tu définirais ton... Bonne question. Comment je me définirais? Je me définirais dans le sens où un mec qui aime créer déjà, qui aime créer quelque chose, qui joint l'utile à l'agréable, et de transmettre une passion, un métier, un savoir-faire. Voilà, c'est quelque chose qui m'a poussé à aller un peu plus loin dans ce domaine-là, quoi. Et si je devais donner un titre à ton métier, à ce que tu fais
pour l'usinage des pièces? T'en as un? T'en as pas? Ouais, je dirais. Sur tes cartes de visite, t'as écrit quelque chose? Ouais, je dirais conception, fabrication, pièces et accessoires pour moto, quoi. J'allais dire Harley Davidson, parce que bon, on va pas se cacher, c'est ce qui m'a fait un peu décoller, mais je suis pas fermé à toute autre moto. D'ailleurs, je suis encore, je suis quelqu'un de très curieux, donc j'apprécie de me mettre certains challenges comme par exemple Indian ou Yam ou Kawa. J'ai aucun problème là-dessus et au contraire, quoi, j'aime bien découvrir comment les motos sont faites. Voilà, là, on va être sur une pièce, bah là déjà c'est du métrique, là c'est du pas américain. Là il y a tel jeu, faut prévoir ci, faut prévoir ça. Donc ouais, c'est des choses que j'aime bien, voilà, côté curieux, quoi. Conception, fabrication. Ouais, conception, C'est pas mal. développement. Ça sonne bien. Ouais, c'est cool. Ça sonne bien. On va remonter un peu le temps avant pour d'abord commencer par le début du chemin. Et moi, je voudrais savoir comment la moto, elle est arrivée dans la vie de John. Alors, je dirais que un peu dans le berceau parce que donc j'ai des parents qui étaient musicalement déjà très proches d'un univers rock, country. Donc assez jeune, voilà, je me retrouve dans des événements de country avec ces gros trikes, Harley Davidson, voilà, un peu côté cow-boy moderne. Après, ouais, la musique, ouais, ça a été Alan Jackson, AC/DC, l'éternel Johnny. Ouais, donc il y a eu déjà ce premier côté, je pense, qui m'a un peu modélisé dans ce sens-là. Ensuite, je pense qu'il y a eu la période 13-14 ans, arrive le BSR, les 50 à boîte. Et hormis la moto le 2 roues, je pense que c'est une expérience déjà d'indépendance. Déjà, je peux prendre ma moto ou scooter ou enfin, ce qu'on veut, quoi, et je peux aller d'un point A à un point B. Voilà. Alors même s'il y a le vélo, voilà, taper 30 km en vélo, des fois, ça, quand on n'est pas sportif, c'est un peu problématique, quoi. Donc ouais, il y a eu ce premier côté indépendance, et puis après, c'est pareil, si je suis parti dans un milieu professionnel avec de la mécanique, tout ça, c'était pour trafiquer ma 50, quoi. Donc on a tous commencé à être dans les garages des uns des autres, à se prendre pour Jesse James, que bon, je suis quand même de la génération 90, donc Monster Garage, tout ça, Need for Speed, voilà. Ok, donc t'as et la moto, on va dire, et là, directement un peu alors peut-être pas dire la passion de la mécanique, mais en tous les cas, bricoler. Ouais. À petit escient aussi, hein. Je suis pas déjà niveau moteur, je laisse quand même ça, voilà, on a tous changé un piston ou des segments, tout ça. Mais ouais, c'était plus la bidouille au début, quoi. Bricoler, quoi. Ouais. Est-ce que tes parents sont motards? Alors, mon père, ça a toujours été une frustration chez lui parce que j'ai toujours ces histoires qui reviennent en repas de famille ou quand on en discute, c'est qu'il a passé tous ses permis à l'armée, sauf le permis moto. Il lui restait genre 1 an à faire avant qu'il ait le permis moto. Donc il a le permis 125 et je sais que ça l'a toujours fait chier de pas avoir eu de moto, et là récemment, alors bon, c'est un peu glauque, mais on a un voisin qui est décédé et mon père allait toujours le voir: «Ouais, ta moto, c'était une 125 Varadero», et mon père: «Ouais, le jour où tu t'en sépares, je te la rachète, quoi», et donc le petit papy qui était en face, voilà, il partait en chimio, tout ça, donc il savait que ça allait être compliqué, et donc il a fait les choses, enfin, il a tenu promesse, quoi. Il a dit à mon père: «Bah, voilà, je préfère qu'elle soit, au trottoir d'en face chez quelqu'un que je connais», et puis du coup, bah, mon père est reparti de nouveau, est parti du coup, dans une immersion avec une 125, et il vit, sa meilleure vie, et sans parler de grosses cylindrées, juste avec ça, quoi. Mais du coup, tu l'as pas connu à travers eux Non. pendant ta jeunesse? Non. Par contre, c'était... Non. Donc c'est plus les 2 roues 50 qui t'ont... Déjà à l'époque, il me piquait ma 50, je m'en rappelle. Ouais, je m'en rappellerai toujours, je crois que j'avais serré le moteur, j'avais mis, ce qu'on faisait à l'époque, les 80 et ma chère team, dans les 50. Je lui dis: «Papa, je suis en rodage, fais pas le con». Ouais, 30 secondes après, il y avait une grande place. Je crois que toutes les vitesses étaient, aux zones rouges, quoi. Ouais. Par contre, t'as pas eu la réticence des parents qui n'ont pas connu le 2 roues pour te laisser faire du 2 roues. Tu vivais plutôt campagne, Ouais, maison, campagne. donc Ouais. pour les jeunes, Ouais. le 2 roues, c'était le moyen de locomotion pour éviter aux parents ouais, puis je veux dire, le patelin à côté, bien souvent les copains n'étaient pas non plus les voisins, donc pour se rejoindre, tout ça, on avait un squat, je me rappelle à l'époque,
On allait tous les week-ends là-bas, c'était en moto, quoi. Donc, en fait, de mes 14 jusqu'à mes 17 ans, parce que j'ai pas fait la moto compagnie, donc la voiture est vraiment venue à 18 ans pile. Ouais, jusqu'à quasiment mes 18 ans, quoi. C'était que en 2 roues, quoi. Que en moto, en moto, en moto. Quand tu prends du recul aujourd'hui sur cette période-là, hormis ce moyen de locomotion qui permettait de retrouver les copains, t'as des souvenirs de, je sais pas, de kiffer, des sentiments par rapport aux deux roues? Ah ouais. Ouais, franchement, en fait, on revient à ce côté, liberté, quoi. Tu es sur ta moto, il y a des moments simples, en fait, de la vie, quoi. Il y avait une piscine là où dans le village où on était, une piscine, municipale. Et ben, il y avait une nocturne le vendredi, on arrivait tous avec nos bécanes, un par un, on se garait sur le trottoir, on mangeait nos pizzas jusqu'à 22h à la piscine, puis après on repartait à notre squat, chacun avec notre moto. Et en fait, c'était des moments, genre on se doublait, on se regardait, on disait: «Waouh, mais c'est trop cool, quoi». Et je crois que ça, c'est un truc qui est resté, même encore aujourd'hui, ouais, imprégné, je pense. Ce côté 2 roues liberté, d'aller à un point A à un point B, kiffer avec des gens ou tout seul, hein, même d'ailleurs. Mais ouais. Ouais, je pense que ça restera, Tu roulais aussi tout seul, du coup? non, allez, en vrai, période des 50, c'était quand même beaucoup en groupe. Ouais. Fraternité, les Ouais, ouais, copains. c'était ça, ouais, ouais. On était bien être un peu, jouer, faire genre les lascars, quoi. Alors qu'aujourd'hui, je pense que la moindre 50 qui passe, je dis: «Putain, oh, il est insupportable avec son bruit de moustique, là». Et mais non, non, et on en a parlé il y a récemment avec je ne sais plus qui. En gros, je serais bien dans le délire d'en racheter une et de me dire: «Allez, vas-y, on la retrafique comme quand on avait 14 ans, quoi». Avec, en plus, les connaissances qu'on a maintenant, ça pourrait être cool. Moi, je suis un peu plus âgé que toi, donc mais je serais aussi bien dans le délire de me racheter une Ou une mobilette, moi. mobilette, j'allais y venir, une 103, parce que j'ai causé des potes en 103 RCX, SP ou Et du coup, je m'étais amusé à regarder sur le Bon Coin, et celles qui sont en bon état, ouais. ça coûte super cher. Ah ouais, bah, tu déjà des belles motos à ce prix-là. Ouais, c'est ça. Ouais, 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 ouais. Donc c'est rigolo, mais c'est vrai que je sais qu'il y a 2-3 events qui sont rigolos en France, et Mob Day ou des petits rassemblements mobilettes, ça me fait toujours rire. Ça me Et fait je suis toujours déjà rire. tombé sur 2-3 vidéos des petits youtubeurs, ouais, voilà, 15 ans, qui font de la 50, et quand je vois le niveau de prépa qu'ils ont maintenant, je me dis: «En fait, on était des rigolos, nous, à côté», hein. Bon, on n'avait pas aussi tout ce qu'il y avait, voilà, nous, c'était Maxi Scoot avec un top 50 Polini et un 80 MHR Team, puis basta, quoi. Moi, tu vois, quand j'étais jeune, ça a été la liaison entre la fin des mobilettes et les premières motos à vitesse. Derby, Aprilia et tout. Et donc, tu avais ceux où que les parents mettaient un peu les moyens, ils avaient ces motos à vitesse, et tous ceux comme moi qui avaient des 103, des vieilles mobilettes, on les regardait en se disant « Waouh, c'est incroyable et tout, on dirait une moto de course ». C'est ça. Bah, je me rappelle, moi, à l'époque, ouais, c'est pareil, hein, je faisais partie des jeunes qui avaient une moto à 800 balles, quoi, et j'avais, les potes qui avaient la TZR Yamaha, et en fait, pour moi, c'était une R1, quoi. C'était une R1, c'était le carénage et tout, c'était une Aprilia RS avec déjà la sortie centrale et tout. Je me suis dit: «Oh, mais trop bien». Je dis: «Mais lui, il vaut au moins 140, 150 d'origine». Bah non. Enfin, moi, je me rappelle, je l'avais déjà dit dans un podcast, je crois, j'avais un poster d'une 916 Ducati, et un jour, j'avais croisé un mec qui avait une Cagiva Mito, OK. qui était la Repro 50, un peu des Ducati, et je me disais « Waouh, incroyable, il doit aller tellement vite avec ». Enfin, Pas du tout. là, ouais, non, il devait aller à 80, mais bon. Là, ouais, c'est des beaux souvenirs. Mais d'accord, donc tu t'es commencé à être imprégné, du coup, par la passion des deux roues dès cet âge-là. Et après, par contre, ce qui est bizarre, c'est que de 50, on va dire, à grosse cylindrée, il s'est quand même passé du temps, quoi, hein. J'ai pas eu mon permis, tout de suite après le permis voiture, hein. Déjà le permis voiture est venu en premier, parce que bon, bah, déjà pour aller au lycée, tout ça, c'était genre pas à la porte à côté, donc je me voyais mal, en plein hiver, me dire, «Bah non, j'ai que la moto», voilà, quoi. Niveau bus, c'est pareil, si tu loupais un, bah, tu pas en cours, quoi. Donc le permis voiture est arrivé en premier, et le permis moto, je vais pas dire de conneries, mais ça doit faire seulement 7, ouais, 7, ouais, quand même déjà 7 ou 8 ans, mais ouais, c'est pas venu tout de suite après le permis voiture, hein. Juste pour finir sur la période adolescence, mobilette, moto, t'étais quel pilote à cette époque-là? Ah, déjà, je pense que assez foufou dans le sens où plus il y en avait, plus ouais, et c'est pareil, hein, j'étais avec des potes, qui étaient, en CAP, qui étaient peut-être un peu plus vieux que moi, qui étaient en CAP mécanique et tout.
Je me rappelle d'un pote, Morgan d'ailleurs, qui avait déjà une fraiseuse traditionnelle, un tourtrad et tout. On avait acheté un kit 80. Il me dit, je suis sûr qu'on peut faire mieux. On a commencé à réaliser les lumières, les admissions, tout le bordel. Oh, je me suis dit, mais la moto, elle va jamais tourner. Si, t'inquiète pas. Et en fait, on a tout remonté, il y a rien. Enfin, des problèmes de réglage, ouais, la boîte à air, ça allait pas. Du coup, ça a fini avec juste un carbu de je sais plus combien de 32 ou un truc comme ça. On a juste mis un vieux collant à ma mère au bout pour éviter qu'il y ait de la mer qui rentre dedans. Mais Ah, vous bricoliez bien déjà quand même. ouais, Parce que moi, j'ai jamais fait ça. Ah ouais. J'ai installé des pots, des kits 80 Non, et tout. non, Mais bah après, j'étais à cette époque-là, j'aurais jamais fait les choses seul aussi. C'est parce que j'avais quand même 2-3 copains qui avaient des connaissances dans le moteur et tout ça, qui faisaient aussi un peu de cross. Donc, eux démontaient des vilebrequins, enfin, pas des allumages, mais pistons, segments. Voilà, ça leur faisait une boîte de vitesse, ça leur faisait pas peur. Moi, je voyais tous les engrenages et les trucs. Je dis, mais comment je vais faire pour remonter dans l'ordre, quoi. Alors, si on avance un peu dans le temps, et que tu me dis qu'il y a un délai, un laps d'années, alors sûrement, j'imagine, les études, Ouais. tout, voilà. Qu'est-ce qui te refait faire la bascule pour passer le permis moto? Alors, il devait arriver plus tôt, ce moment où je passe le permis moto déjà, c'est parce que, à l'époque, j'apprends que mon code, alors je pense que tout le monde va, enfin beaucoup de personnes vont se retrouver dans ce que je dis. Le code était valide genre, 1 mois avant et donc j'ai dépassé les 5 ans et 1 mois. Alors je dis: «Putain, vas-y, fais chier, quoi». Du coup, je trouve un quad pour passer le temps. Je fais, une saison avec un quad, donc un quad plutôt typé route, un pneu slick, tout ça et bah, je me retourne avec. Voilà, j'avais compris le truc, ça partait en glisse dans les ronds-points et tout. Je trouvais ça plutôt drôle jusqu'au jour où en fait, bah, ça glisse, sauf que, bah, ça raccroche et bah, en fait, tonneau avec le quad. Ah ouais. Donc ouais, ouais et donc à l'époque, j'avais, la clavicule sortie de l'épaule et tout le bordel et ce qui est fou, c'est qu'il me restait 200 mètres à faire. Je crois que c'était l'Euro ou je sais pas quoi, il y avait un truc de foot et puis bon, je suis d'origine portugaise du côté de ma maman. Donc célébration du Portugal qui se qualifie, machin, donc un peu le foufou, machin. Ah, du coup, tu vas être séparé en deux vendredi ou t'es pour le Aïe. Portugal? La fameuse question. Ah, c'est vrai que j'ai plus vécu de moments, je suis français, né français, je suis Faut français, faire attention en ce moment, ouais, voilà. c'est un sujet compliqué. Non, pour rien au monde, je cracherais sur je suis français, hein, je suis Non, mais d'origine portugaise. on parle du foot. Voilà, du foot. Ouais, j'ai plus vécu de moments jovial avec l'équipe du Portugal parce que, on a ce rapport-là avec le foot qui est plus fort, on va dire, comme le Brésil, voilà, hein, c'est des nations hyper footballistiques. Donc ouais, je me rappelle avec mes grands-parents, c'était la sortie à faire, quoi. C'était un match du Portugal, quoi. Juste pour clôturer, parce qu'en fait, je pense que tout le monde s'en fout. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui s'en foutent. Mais je vais quand même le dire, parce que si je laisse une trace, moi, je pourrais dire que je l'avais dit. J'ai lu un truc comme quoi il y avait une IA qui faisait des pronostics et qui avait pronostiqué, je ne l'aurais pas raconté si tu m'avais pas dit que tu étais d'origine portugaise, qui a pronostiqué qu'en 2026, c'est le Portugal qui gagnait la Coupe du Monde. Oh, arrête. Donc, si c'est vrai, je leur ai dit bien avant. Voilà. Ah, mais c'est tout ce que je leur souhaite, hein, c'est ce qui leur manque, hein. Ok, donc bref, revenons Oui, à, voilà, à la moto. à nos moutons. Revenons à la moto. Donc ouais, le quad, donc cette fameuse soirée où il me restait 200 mètres à faire et c'est ce qui est fou, donc j'avais donc la clavicule qui était HS, plus d'épaule, plus rien, et j'ai quand même tiré le quad par le pare-buffle sur 200 mètres pour le rentrer dans le garage. Donc et là, mes parents sont arrivés un peu plus tard, ils m'ont vu assis dans le garage, tout, ça va pas? Bah, je dis: «Non, je me sens pas très bien en fait» et j'arrive plus à bouger le bras et c'est là qu'on a enlevé le t-shirt, bref, machin. Donc le quad, on a dit: «Stop, revenons-en à ce pourquoi tu voulais, passer ton permis» et je me suis dit: «Vas-y, c'est un code à repasser, ça va quoi. Tu fait 6 ans d'études, machin, là ça va te prendre 1 mois, 2 mois grand max» et en plus, on avait le truc avec, le truc en ligne là, je crois que c'était la Poste à l'époque. C'était 30 balles, je paye, j'y vais pas. En plus, j'avais même pas révisé, je me suis dit: «Si j'avais feuilleté un coup, savoir s'il y avait des nouveautés qui étaient sorties, machin». J'y vais au talent, j'arrive dans la pièce, tout seul. Le mec, c'était un motard en fait, qui était là pour, juste me surveiller en fait, hein, parce que c'est une tablette et tout. Motard, hein,
Et je sentais que le gars, il me disait, oh, t'inquiète, ça va le faire. Ça va le faire. Donc le code, et puis donc c'est venu rapidement. Je crois qu'en 3 semaines, je l'ai eu. Et ensuite, c'est passé, c'était en été, et j'ai vite enchaîné plateau. Plateau, c'est arrivé super vite. Je crois qu'au bout de 2-3 heures, le mec a vu que équilibre, boîte à vitesse, tout ça, c'était rodé. À la fin, en fait, au bout de 3-4 séances, je crois que je m'amusais déjà à battre tous les records niveau lenteur, quoi. Et ensuite, donc la route. Et la route, je me suis fait recaler. Ah. Je me suis fait recaler. T'as fait des glissades dans les ronds-points? Non, non, j'ai été calme. Alors, quand j'ai appris, parce qu'en plus, ils ont eu le malheur de me dire que c'était mort avant de rentrer. Et là, j'ai vrillé. Là, j'ai eu 2-3 coups dans les écouteurs. Ouais, calme-toi, on te voit plus. T'es où? Si tu nous vois pas, tu rentres à la base, on s'attend là-bas et tout. Je crois qu'ils étaient pas trop bien dans la voiture. Mais en fait, non, ça faisait peu de temps que j'avais déménagé à Besançon, où je connaissais pas toutes les rues par cœur. Et je me suis fait avoir. En gros, il y avait un feu rouge en face, à peine déporté. Et je devais céder le passage à la voiture qui arrivait en face. Sauf que moi, je l'avais vu, mais vu que j'avais pas fait le grand geste avec le casque pour montrer que j'avais vu la voiture, eh ben, il avait défini que c'était faute éliminatoire. Ouais. Dur. Ouais, dur. Ouais, dur, surtout que j'avais tout enchaîné, fiche, plateau, A, partout, machin. Pour moi, c'était comme ça. Et on venait partir de la base. En vrai, je crois que j'ai dû rouler 3 minutes. Et le gars me dit, non, on rentre. Wow. Je crois que j'ai pas passé une vitesse sans prendre l'embrayage. Et puis, ouais, coup de furie, il y avait une grande ligne droite, je me rappelle, c'était sur le boulevard. Oh, il m'a dit, ouais, non, prochain rond-point, tu fais demi-tour, on ne voit plus et tout. Ouais, je suis arrivé le soir chez moi, ouais, putain, je me voyais déjà, j'avais déjà la moto, j'avais déjà acheté la moto. Je me voyais déjà le soir, vas-y, on va partir en ville, machin et tout. Et je dis, bon, bah, on passera la prochaine fois, tant pis, quoi. Deuxième fois, ça a été la bonne? Voilà, deuxième fois, ça a été la bonne, ouais. Ok. Qu'est-ce que tu avais acheté comme moto? Alors, j'avais acheté un 535 Virago. Ouais, j'avais acheté ça parce que j'étais déjà dans le mood custom, child, ouais, cruising, machin. J'aimais bien, en plus, c'était le bobber à cette époque-là, ça se faisait beaucoup, c'était en plein essor. Donc, je regardais pas mal ce qui se faisait. Et je me suis dit, ouais, ce côté rustique, un peu vieillot, ouais, j'aime bien. C'est marrant parce que t'as le côté à rouler un peu vite quand t'es jeune. Ouais, c'est vrai. Juste avant, tu fais du quad. C'est ça. Tu semblais taper un petit peu dedans. Et au final, ta première moto, c'est ça. une Virago. Ouais, c'est une Virago, ouais. C'est marrant. Et c'est... Après, bon, j'étais déjà avec des gens qui roulaient en Harley avant d'acheter ma moto. Voilà, c'est important de le dire. En tant que passager, certes, mais genre les événements à Gérardmer, les sorties déjà avec Harley Besançon organisées à l'époque, j'étais passager derrière des potes. Et en fait, j'ai tout de suite apprécié ce côté, vas-y, on profite. L'effet de groupe, en plus, c'était hyper classe. Ouais, il y avait toutes les motos qui se chevauchaient comme ça. Je dis, t'arrivais à un point, à un event et tout. Je dis, ouais, c'est la classe et tout. Et je pense que c'est déjà ça qui m'a un peu reconverti, on va dire, dans le côté, custom, enfin cool, quoi. Ouais. De toute façon, je pense que dans la moto, c'est tellement communautaire que les groupes avec lesquels tu te trouves te poussent un peu. Moi, le dernier groupe custom, comme je te disais en off avant qu'on enregistre, c'est quelque chose qui m'a plu, mais que je regardais de loin, où je pouvais absolument pas me projeter parce que j'avais personne autour de moi qui le pratiquait ou qui le vivait. Et à un moment, j'ai eu des gens qui m'ont fait rentrer un petit peu là-dedans. Ça a donné, du coup, ça a rendu tout ça accessible. Et c'est souvent ça, c'est ce côté communautaire où du coup tu t'intéresses, tu dis ah mais il y a lui au fait, il a aussi une Harley, ah mais lui aussi, machin, ah mais il y a des rassemblements juste à côté de chez moi, je vais aller voir et tout. Et après du coup c'est sûr que ouais, ça dirige un peu. Puis on va pas se mentir, moi je sais que c'était surtout la sonorité, quoi. Quand j'ai entendu le bruit d'un Harley, je me suis dit en fait, alors que ouais, j'ai été sportif, on connaît tous, ça fait un beau bruit, machin, mais le son de la Harley, quoi, le V-twin, c'est quelque chose qui m'a donné envie d'aller plus loin dans ce milieu-là, quoi.
Et après, c'est pareil, je suis tombé sur j'ai commencé déjà vraiment par les vieux Chevelle, les 1000 fontes, à tout de suite voir vraiment les premières motorisations à carbu, tout ça, où ça tournait, t'as l'impression que le moteur, il avait tourné à l'envers, quoi. Voir un mec démarrer son Harley au kick. Moi, à cette époque-là, je découvre tout de Harley, hein, puis encore maintenant, voilà. Mais je vois un mec sauter sur son kick pour démarrer sa Harley, je dis, mais en fait, c'est fantastique, ça. Ce côté rétro et tout, mais j'adore. Et ouais, je crois que c'est ce qui m'a un peu sevré dans ce monde-là. Comment tu vis ces premiers moments sur la Virago? Alors, je passe une Z600 à l'auto-école à un truc commande hyper avancé, cadre rigide, drag bar. Voilà, c'est la ressort, mais sans ressort. Donc, vite terre à terre, un peu avec la route, quoi. Ah ouais, oui, un bout de bois. C'est un bout de bois avec du cuir dessus, c'est tout. Et en fait, je kiffe ça. Donc, on a toujours un carbu, hein, donc on a ce moteur en V, et donc avec une sonorité qui se rapproche, même si c'est moins lourd, qui se rapproche de Harley. Et je me dis, ouais, en fait, non, il n'y a pas de faussaire, il n'y a pas d'erreur, et c'est ça que je voulais, quoi. Après, bon, je l'ai toujours, hein, d'ailleurs, hein, et je la vendrai jamais parce que c'est mon premier, c'est ma première expérience avec ce genre de moto, et que c'est ce qui m'a donné envie d'aller plus loin encore, donc je la garderai toujours au chaud. J'ai eu un moment où je voulais la vendre, et au dernier moment, au mec, je lui ai dit, écoute, non. Là, je sens le truc se rapprocher, je sens que je fais une connerie. Donc, elle est encore comme je l'ai modifiée, elle est encore telle quelle. Il y a encore des trucs qui sont à repeindre parce que c'est usé et tout. Elle est telle quelle, quoi. J'ai genre ma compagne qui la roule encore. Voilà, qui la roule. Et quand on part se promener, c'est toujours un kiff de l'avoir roulée devant moi ou derrière moi. Franchement, c'est top. Et ouais, tout ça pour dire que j'ai apprécié, mais par contre, je me suis dit, bon, j'ai commencé à faire, comme je te disais en off, une sortie au Ballon d'Alsace sur 2-3 jours, commencer à faire un peu de kill. Et là, je me suis dit, t'es jeune, mais quand même, quoi. À la fin, tu t'aimes ta moto, t'aimes ces moments-là, mais t'es vite fatigué par voilà, toutes les pétés que tu prends dans le dos et tout. Le passage du permis, tu le vis comment? C'est quelque chose qui prend vraiment le dessus, même sur ton quotidien? C'est-à-dire, tu roules beaucoup, beaucoup moto, ou c'est plutôt plaisir les week-ends En vrai, je pense que la voiture a respiré, après un grand bol d'air dès que j'ai eu le permis moto. Parce que la moto est vite venue à Daily, a clairement remplacé la voiture, quoi. Ah ouais. Dès que je peux, c'est la moto. Et alors, il y a forcément, quand il y a des trucs à charger, il y a des contraintes, t'es obligé, quoi. Mais même mon chien qui est avec nous aujourd'hui, qui au début, on se dit: «Oh, il y a le chien, on peut pas partir en moto». Et maintenant, pas de souci, le chien fait de la moto avec moi. Ouais. Donc là, tous les éléments sont réunis. Alors que j'ai ma compagne avec mon ancienne moto, mon chien avec moi. Best. Ouais. Trop bien. Ah ouais. Donc, arrive ce moment-là où tu te dis, la Virago, c'est sympa, mais Il va falloir réfléchir mais j'ai mal à un de truc, partout. ouais. Et puis, en fait, j'aime voyager en moto. C'est pas, j'aime aller boire un coup en ville ou un truc comme ça, quoi. J'aime faire de la moto, j'aime rouler. Premier road trip que je fais, j'y vais à la découverte, et en plus, je devais le faire avec la Virago. Je m'en rappellerai toujours, à une semaine avant le départ, mes potes, ils me disent: «Mais t'es sûr de toi? Tu veux vraiment faire?» Parce que c'était la route des Alpes, donc tous les cols, hein. «Tu sûr de toi? Tu te rappelles, le ballon d'Alsace? Tu te rappelles et tout?» Je dis: «Bah ouais, tu sais, j'ai pas prévu de changer de moto». Il me dit: «Bah, plus ça se rapprochait, je me dis, j'ai les souvenirs commencent à revenir, je dis: «Tu te rappelles les mal de dos et tout?» C'était quand même compliqué, et là, c'est pas 3 jours, c'est une semaine, et c'est pas le ballon d'Alsace, c'est un col par jour. Donc là, je me suis dit: «Ah, peut-être falloir réfléchir à trouver autre chose». Et du coup, dans ta réflexion, alors sur quoi tu... Et timing parfait, comme quoi les planètes s'alignent plusieurs fois dans une vie. J'ai un copain qui avait un street bob, Adrien d'ailleurs, que je salue. Salut Adrien. Voilà. Qui met sa moto en dépôt-vente chez Harley-Davidson Besançon. Et je vais la voir une fois. Non, je vais à la concession, voir ce qui se fait. Et je vois la moto de mon pote, une fois, deux fois. Je la prends en photo. Je rentre chez moi.
Je regarde les photos. Et je me dis, putain, en fait, lui, à l'époque, était déjà en mode un peu club style. Il avait déjà la bulle, le 2 en 1, la selle. D'ailleurs, que je trouvais dégueulasse. À chaque fois qu'il mettait une pièce, je dis, c'est gros, arrête, c'est pas beau, c'est pas beau. Rehausse pas l'arrière, c'est pas beau, on voit tout, c'est vide, c'est pas beau. Est-ce que tu te rappelles à peu près de quelle année c'est, ça? C'était il y a 3 ans, je crois. 3 ou 4 ans. Ouais, 3 ou 4 ans. Ouais, donc tu roules quand même longtemps avec la Virago, alors. Ouais. Ah ouais. Ah oui, j'ai mis longtemps en mode après des vertèbres de déplacer. Non, j'ai mis longtemps, ouais, j'ai mis longtemps. En fait, j'ai apprécié à fond avec celle-ci, quoi. J'ai vraiment fait le tour avec cette moto-là. Et donc, je vois cette moto en dépôt-vente et je me dis, en fait, il y a tout déjà pour faire ce que je veux faire, c'est-à-dire voyager. J'avais le fairing, la selle qu'on connaît dans le club style, voilà, la Saddleman, niveau maintien et tout, c'était top. Elle était déjà quand même pas mal équipée. Je me dis, il y avait une garantie et tout. Et je dis, vas-y, je le dis à personne. Je l'achète. Donc à l'époque, voilà, je fais mon truc et tout. Sauf que John, il croit que la moto, genre, il vient un vendredi, le samedi matin, il l'a, quoi. Sauf que non, samedi, on part en road trip. Samedi matin, 8h, faut que les motos soient chargées, on part en road trip, les gars. Ok. Putain, je me dépêche d'aller à la banque, chèque de banque, tout le bordel, machin. Non, je fais un financement à l'époque. Je fais un financement, une partie de la moto, je le fais en financement. Il me dit, ouais, vous avez déjà 7 jours de rétractation, machin, tout ça. Oh, je dis, mais comment je vais faire? Comment je vais faire? Donc, je vais à la concession, je leur explique, je dis, voilà, le financement a été accepté, j'ai 7 jours de rétractation et tout. Mais je dois partir samedi, quoi. Et là, le patron, d'ailleurs, je remercie encore Thierry, il me dit, écoute, t'as pas une tête de voyou? Fais-moi juste une preuve comme quoi le financement de ta banque et tout, tu pars avec samedi. Wow. Ok, trop bien. Donc, personne ne le savait. J'arrive le samedi matin, tout le monde se gare. Tout le monde s'attend à voir la Virago sortir du garage. Et là, déjà, en plus, mon pote qui avait cette moto-là était au road trip. Il savait pas que tu l'avais racheté. Voilà. Et le gars il avait racheté une Panamérica. Excellent. Voilà. Il a acheté une Panamérica. Et là, il voit son ancienne moto sortir. Ouais, là, il dit non, c'est pas possible. J'ai pas le temps de béquiller. Qui monte sur la moto, il prend son ancienne moto, il va faire un tour. Et voilà. Et en fait, je fais mon premier road trip avec cette moto. Et je me dis, en fait, ouais, dans le mille, quoi. Dans le mille. Moteur, j'avais déjà essayé un peu ce qui se faisait, 114, tout ça, machin. Et ce qu'on parlait un peu en off, le 107, moi qui ai ce côté un peu, voilà, du quad tête, machin, tout ça, où j'aimais bien les trucs nerveux, le 107, je me suis dit, mais il est parfait pour moi, quoi, j'ai pas besoin de plus. En fait, j'avais cette sensation à chaque fois que je mettais gaz, cet à-coup-là me plaisait, en fait. Alors, pour les gens qui seront pas harlettistes, Oui, pour expliquer rapidement, c'est vrai, ouais. C'est des moteurs différents et le 107 qui était un moteur plus ancien était peut-être un peu moins coupleux et plus nerveux. Ouais, et en fait, en passant sur du 114 ou même 117, c'était des moteurs qui étaient un peu plus doux et plus coupleux par contre. Ouais, plus aseptisé, ouais, je dirais. Voilà, plus aseptisé. Ouais, même plus tard, encore maintenant, je sais que j'ai déjà essayé des ST et tout ça, machin. Alors, bien sûr, hein, celui qui a un stage 3 et tout, bon, qui est repassé en chaîne, qui a ce qu'il faut, tout ça, ouais, c'est sûr. Petite dédicace à Andrea. Ouais, Andrea, à Tariq. Tariq, et puis je pense aussi à Philou de chez Eleven Motors. Mais voilà, c'est plus les mêmes motos. Moi, je parle vraiment de la motorisation de base. Quand ça sort de concession. Ouais, le 107 pour moi a été déjà ce moteur un peu moins aseptisé de base, quoi. Et ouais, niveau confort, c'est ce qui m'a plu tout de suite. Hein. Tu la prends vite en main? Ouais. En fait, bon, c'est sûr, je pars d'un bobber qui est allégé au maximum. Et je crois qu'il doit faire 120, 150 kg grand max. Un truc qui fait 250, 260 kg. Donc à l'arrêt, bon, forcément, tu te fais pas avoir les premières fois. Et en fait, non. Non, c'est une moto avec un guidon, une boîte de vitesse. Voilà, je réapprends certainement peut-être à prendre des trajectoires, des virages différemment parce que voilà, le bobber, ça reste quand même une conduite un peu plus particulière. Mais ouais, non, ça vient vite en main. Après, là, le gap, il est quand même énorme. Hein. Oui.
c'est 2 générations de motos. Ouais, et déjà rien que niveau cylindrée, tu passes d'un 535 à 1700, voilà, plus de 1700, donc tu te dis, ouais, quand tu mets gaz, c'est plus le même gaz, quoi. Voilà, c'est pas genre, vas-y, t'es pas limité par la moto, dans le virage, tu peux mettre... Non. Par contre, la moto, elle est en termes de motorisation, de suspension, de freinage, de tout, elle est stock, d'origine et tout. Elle est stock. Lui je me rappelle, avait mis alors je sais plus la marque, je vais pas dire de conneries, il avait déjà mis un amortisseur plus haut à l'arrière, mais qu'il a revendu à côté, donc ils avaient remis l'amortisseur d'origine. Je sais que je l'ai acheté avec les Jekyll en 2 en 1, et il y avait déjà les risers avec le guidon haut, le fairing. Enfin, elle était déjà pré-équipée club style, quoi. Esthétiquement, on était déjà dans le club style, quoi. Et que j'ai appris, voilà, à travers des pages Facebook, Instagram. J'ai appris à me plonger dans cet univers-là de plus en plus. Et je me suis dit, bah ouais, ok, c'est ma nouvelle lubie, quoi. Je veux ça. Je suis passé du mec qui détestait ça esthétiquement à l'essayer et dire, en fait, bah non, en fait, c'est ça qu'il me faut, pas une autre moto. Et même encore aujourd'hui, je pourrais pas savoir ce que je reprendrais d'autre qu'une moto préparée avec le Psycho. Est-ce que tu arrives à comprendre ce que ça t'intéressait pas vraiment à l'époque? Est-ce que entre le moment où ton collègue a commencé à le faire et le moment où tu la récupères, il y a eu aussi un essor phénoménal et un développement énorme avec beaucoup de communication via les réseaux, via tout. Par rapport à ça, est-ce que tu arrives à comprendre un peu pourquoi ce qui te fait... Alors, je pense que dans la moto, tout est possible. Hein. C'est pas genre, je te pointe du doigt toi, parce que moi, je sais qu'il y a des choses à des périodes ou à des moments que j'ai pas forcément aimé et que j'ai beaucoup plus aimé plus tard. Donc je sais que ça change, mais c'est vrai qu'on a une perception des choses qui varie en fonction de ce qui se fait et puis du mood qu'on a à ce moment-là, quoi. Je sais qu'à l'époque, je suivais déjà le Club Cycro. D'ailleurs, à qui je fais un grand coucou parce que aujourd'hui, je suis très proche avec les fondateurs et pas mal de membres d'ailleurs de ce groupe-là, qui pour moi ont fait vivre le club style en France, qui l'ont poussé vers le haut, mais de fou. Je les suivais déjà pas mal. Et en fait, quand j'ai commencé à avoir des peintures, des pièces de performance, tout ça, je me suis dit, on en revient au même. Mon métier, c'était quand même à la base travailler dans l'aéronautique, tout ça. Et en fait, je me suis dit, on peut faire ça sur une Harley. En gros, c'est pas genre on met un app, des pots à carpe ou je sais pas quoi. Puis non, en fait, on peut faire un truc performant avec une Harley, quoi. Moi, je l'avais déjà dit dans un podcast, mais souvent on oublie que Harley, c'est à l'origine une marque de sport moto aux États-Unis qui a été dans la performance, qui a fait énormément de courses. Il y a eu des courses de vitesse, il y a eu le flat track, il y a eu plein de choses. Et c'est vrai que, comme on discutait avec ta conjointe, on y voit souvent Johnny Hallyday, les franges et les messieurs un peu gros avec leur maman derrière à faire la route 66. Mais avant tout ça, les lacs salés avec les vitesses de pointe et tout, c'est la genèse d'Harley, c'est le sport et la performance. Ça, c'est certes perdu. Il y avait même des pôles performance chez Harley qui faisaient des motos pour le flat et tout, qui étaient faites pour la course. Avec le temps, ça s'est un petit peu perdu. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment 2 infrastructures complètement différentes en termes de route entre ce qui se fait aux États-Unis et ce qu'on a en Europe. Donc, c'est pas comparable. Et c'est sûr que quand les motos arrivent je me rappellerai toujours de Tariq qui m'avait dit ça. Et c'est vrai que ça m'avait marqué. Et je pense qu'il a raison. C'est que tes motos qui arrivent en concession, pour lui, c'est un peu une page vierge qui est... Eh ben, c'est ce que j'allais reprendre ces mots, ouais. J'ai écouté ce podcast, il a entièrement raison. Qui est tout à refaire parce qu'elles sont pas du tout adaptées ni à nos routes, ni à notre façon de conduire. Même en passant par la pneumatique ou le freinage, quoi. Rien que les pneus, c'est vrai que les scratchers de chez Michelin, là, c'est du beau, hein. Ah ouais. Moi, c'est le premier truc que j'ai changé sur la moto. Premier truc. Ok, au final, t'as pas eu d'autres motos après ou pas? Non. Des conneries style dirt ou moto de cross pour voilà. Ce côté un peu débile, mais hors cadre, quoi. Hors route. En route homologuée. Ouais, c'est ça. Ok, bah non, mais intéressant. Alors c'est vrai que finalement c'est plutôt court. Au final, t'as eu ce grand blanc entre guillemets de moto. Après tu y retournes. C'était toujours dans le rétro, qu'on va dire. Ouais, voilà, toujours c'est au ça. fond, quelque part. Ouais, tu passes avec la Virago, c'est intéressant, c'est marrant. Et puis après ce up ouais. complètement avec Harley, mais non, mais c'est cool.
Je pense on va basculer de l'autre côté, le côté un peu plus pro maintenant, pour voir un petit peu en lien comment tu arrives à ça. Donc déjà, si on remonte un peu en arrière, tu fais des études, du coup, explique-nous un peu. Ben, je fais partie d'ailleurs des derniers BEP, avant qu'ils le suppriment. D'ailleurs, voilà, j'ai quand même pas mal eu d'apprentis depuis que je suis dans le métier. Et je vois le mal que ça a fait, donc c'est une petite parenthèse que je voulais faire parce que je vois vraiment le côté négatif que ça a apporté. Donc je fais partie de ces derniers BEP, donc MPMI à l'époque, qu'ils appelaient métier de production mécanique informatisée. Ouais, très vendeur hein, à l'époque. En fait, tu étais sur une fraise de Strad ou un Tourtrad, et voilà, tu apprenais tes axes et tout ça, quoi. Et la base, quoi, la base de la mécanique. Donc déjà, là, t'en perds la moitié, parce que oh non, non, je vais pas faire ça. T'en perds la moitié. Après, bac pro, bac pro pareil. Je me spécialise un peu plus dans le technicien d'usinage. Donc là, on va plus être dans de la modélisation, de la programmation, dessin, conception sur ordinateur, tout en gardant la fabrication sur commande numérique. On est déjà un peu moins sur le trad, plus sur de la commande numérique. Et ensuite, donc le BTS en alternance cette fois-ci, par contre, où je me spécialise vraiment dans l'amélioration, vraiment la recherche dans des problématiques à solutionner. Ouais, je pousse un peu le truc un peu plus loin, niveau technique, dans l'usinage. Et puis, les 2 ans se passent et donc l'entreprise décide de me garder. Et puis, ça fait maintenant 11 ans. Ah, parce que j'ai toujours gardé, je garde toujours j'ai pas d'intérêt pour l'instant à partir de cette entreprise-là parce qu'elles m'ont apporté, tout dont ce que j'ai besoin jusqu'à maintenant, et genre, je remercie d'ailleurs mon patron, de m'avoir permis, de faire ce que je peux faire aujourd'hui. Et donc 11 ans se passent chez Mekainov, donc mon entreprise. Et au bout d'un moment, ouais, je commence à faire, 1 pièce pour moi, pour ma moto, puis 2 pièces pour moi. Puis un pote: «Oh, tu pourrais pas me faire ça?» Bah, tiens, comme tout à l'heure en off, le mec: «Ouais, j'ai un combi, vous pouvez pas me faire une pièce?» Bah, OK, ouais, pas de souci. Donc au début, ouais, c'est pour moi et Ouais, c'est après ça. La genèse, toi, c'est vraiment... ça me fait vraiment penser à Alex, hein. C'est un peu en pareil. fait, alors on aurait j'aurais pu commencer le podcast par, «Vous voyez Alex?» Bah, c'est un peu moi. Terminé. Fini le podcast. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Non, mais en vrai, ouais, Vous avez un c'est parcours similaire. similaire, ouais, ouais, je dirais, ouais. Similaire, en plus, ce qui est drôle, c'est que quand j'ai écouté son podcast, parce que bon, on se connaît quand même depuis peu avec Alex, et quand je l'ai écouté un peu, j'ai découvert un peu des côtés de lui comme tout le monde, et je me dis, en fait, on est de la même génération, on a grandi avec les mêmes choses, on a aimé les mêmes choses. Pareil, il fait de la moto depuis pas si longtemps que ça Pas non si plus. longtemps que ça, ouais, ouais, ouais. Et du coup, je me dis: «Mais en fait», ouais, plus j'écoutais, je disais: «Mais en fait, ouais, il est comme toi». Donc en fait, c'est pour ça peut-être que ça a matché, on a bien matché les 2 parce qu'en fait, on s'est reconnus l'un dans l'autre, assez facilement, ouais, je dirais. Qu'est-ce qui te fait un moment... est-ce que c'est tes compétences professionnelles où tu te dis un moment, plutôt que d'acheter une pièce, je vais la faire moi? Il y a alors, il y a eu plusieurs paramètres qui ont fait que je me suis lancé. C'est dans un premier temps, déjà, oui, moi, je me sentais capable de produire parce que c'est pareil quand on me dit: «Ouais, est-ce que tu peux faire ça?» Alors les gens sont pas censés le savoir, mais à côté, je fais quand même des pièces qui vont dans des avions ou dans des centrales nucléaires ou voilà, des mécanismes de montre hyper complexes. Donc moi, une paire de cale-pieds ou des risers, voilà quoi. En vrai, je veux pas dire D'un point de facile, vue mais technique, ouais, 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 on est large. large. On est large. Donc je savais que je pouvais le faire. Ce qui a été dur, c'était, que ça reste une passion. Je voulais pas, que ça soit une charge, d'obligation ou de ouais, c'était assez bizarre comme sentiment. Il y a eu aussi le covid, hein, faut le dire, qui a tout recentré, les centres d'intérêt de ce que je voulais faire. Je sais que j'ai coupé genre les réseaux pendant 1 mois. Genre, maintenant qu'est-ce que tu veux faire, quoi? À Mekaino, je m'y plaisais, mais bon, je sentais que j'avais besoin de quelque chose d'autre, et j'ai profité de ce moment-là pour me dire: «Allez».
qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Et j'ai commencé à genre faire, je crois que j'avais fait la page Instagram. Je me suis dit: «Vas-y, on va commencer comme ça». Au début, je vais faire juste les petites pièces que j'ai fait à droite, à gauche pour un tel, mais c'était même pas vendu, c'était en tant que jeune, quoi. Je me suis dit: «Je vais commencer là-dessus, quoi». Et genre Philou de Eleven Motors, je l'ai connu, comme client de John à Philippe, quoi, hein, même pas de MJ, quoi. À ce moment-là, comment ça se passe? Tu travailles pour, du coup, voilà, et c'est chez eux que tu fais les pièces? Ouais, c'est ça. Alors Ouais. en fait, un jour, enfin un soir, je dis à mon patron: «Écoutez, est-ce qu'on peut discuter, quoi?» Et il me dit: «Bah oui, oui, écoute, qu'est-ce qu'il y a, quoi?» Il dit: «Bah voilà, en fait, ça fait un moment qu'il y a un truc qui me trotte dans la tête», parce que nous, c'était pendant la période du covid, hein. Nous, on n'avait pas arrêté de bosser. Heu, je lui dis: «Bah, en fait, j'ai vraiment une passion de créer des je me rends compte de créer des pièces pour moto». Et en fait, lui m'autorisait déjà à l'époque mais c'était pour moi, quoi. Je dis: «Voilà, je sens que j'ai envie d'aller plus loin». Et il me dit: «Ah bon et tout?» Bah, je dis: «Écoute», il me dit: «Avec plaisir, on met ça sur une table de comment on s'organise entre toi et moi et l'entreprise et voilà. Comment on commence les démarches et tout ça». Et puis, c'est venu assez facilement dans le sens où, bah, voilà, moi je crée ma micro, je passe commande à Mekainov. Mekainov me facture, une prestation de la matière ou de l'outillage, tout ça. Et assez facilement, en fait, tout se met en place, voilà, hein. Et je le remercie, encore, hein. Je pense que tous les patrons comme Alex, hein, d'ailleurs, qui a un peu le même type de fonctionnement, on a quand même des patrons qui nous laissent quand même assez facilement, carte blanche. Et ouais, c'est assez cool de leur part parce que en vrai, on va pas se mentir, l'investissement, il est lourd. Si je veux le même matos sur lequel je bosse là, ouais, il y a beaucoup de zéros là derrière le 1. Ouais, ouais. Ouais, forcément, non, mais c'est sûr, et puis heureusement, même je trouve ça fantastique. Des fois, aujourd'hui, c'est un peu, il y a souvent des messages, on va dire, un peu négatifs sur le développement des entreprises, de tout. Et autant l'histoire d'Alex que la tienne, ça montre que sur des choses plus petites, il y a des patrons. Tu vois, il y a un patron, il pourrait se dire, bah en fait, non, tu vois, tu vas travailler pour moi, c'est dans ton contrat, et puis stop, en fait. Et puis tu vas pas utiliser mes machines, et tu vas pas faire une activité à côté qui va te prendre du temps, qui va peut-être t'enlever de la tête ce que tu dois faire chez nous, ce pour lequel. Enfin, il y aurait plein de côtés où, tu vois, des gens pourraient dire non, et ces deux belles histoires me rappellent qu'il y a voilà, les vraies valeurs de l'entrepreneuriat. Je trouve ça génial, Et moi. je me suis mis à sa place, hein. Je me suis dit: «En fait, c'est quand même dur du point de vue d'un patron», parce que voilà, je suis en micro-entreprise, hein, je suis pas non plus, j'ai pas d'employé, j'ai pas la même pression qu'ils peuvent connaître eux. Mais je me mets à sa place dans le sens où en fait, il sait qu'il a un gars qui est compétent à Mekainov et il va forcément avoir une charge de travail avec MJ. Et putain, j'ai peur en fait qu'un jour, ça mange un peu sur la qualité de Mekainov, quoi. Et je me dis qu'en tant que patron, c'est quand même un risque sans en prendre un, mais ça peut amputer quand même ta qualité, Ouais, ouais, mais c'est ta une qualité. réflexion qu'on peut avoir, c'est sûr, si on a un peu ce côté à se dire mince. Et puis de l'autre côté, tu peux aussi te dire, le mec va s'épanouir avec MJ, va être hyper reconnaissant, et les moindres choses que je lui demanderai de mon côté, il le fera avec plaisir, et ça sera quelqu'un de très Et fidèle. Donc, sans être prétentieux, c'est vrai que quand tu as une bonne personne qui fait le taf, qui est dévouée, parce que c'est pareil avant de faire MJ. Je crois que les 35 heures, je les ai jamais connues, hein. Donc s'il y avait quelque chose à faire pour Mekainov, c'était le vendredi après-midi, parce que voilà, je finis normalement, je finis le vendredi midi. Le vendredi après-midi, c'était Mekainov, le samedi matin, c'était Mekainov, enfin voilà, quoi. Moi, j'ai assez rapidement, j'ai dans cette entreprise, enfin, c'était ma deadline. Je voyais les opportunités arriver enfin pas chaque année, mais j'ai eu quand même vite des progressions, dans cette entreprise qui m'ont fait prendre des marques. Et je me suis dit: «Bah, en fait, enfin, ouais, je pense qu'il avait pas envie de me dire: "Je vais perdre", si je lui dis non là, bah, je perds en fait, un mec, compétent», parce qu'on est une boîte familiale, hein, de base, hein. On est 7, hein, à Mekainov. On est 7, on est 3 à l'atelier en comptant mon patron qui bosse avec nous. Tu enlèves un gars, il reste plus que 2, il y a 7 machines. Donc
Voilà, je pense pas qu'il l'ait fait dans ce côté-là. Putain, si je lui dis non, en fait, je le perds. Je pense vraiment, enfin voilà, il est motard aussi. Il avait envie de t'aider. Et il avait envie de m'aider. Je pense que lui, c'est peut-être pas reconnu, mais il s'est dit, ouais, moi, à mon âge, on m'a peut-être aidé aussi dans ce sens-là. Est-ce que, voilà. Mais ouais, franchement, je le remercie de m'avoir permis de faire tout ça parce que, ouais, j'aurais pas pu le faire, clairement. Hein. C'est pas avec un tour trad que j'aurais pu sortir une paire de Riser comme je sors aujourd'hui, quoi. Tu montes une micro. T'as jamais fait d'entrepreneuriat avant? Bah, non, en micro-entreprise, non. Non, j'avais un peu genre dans l'immobilier, mais c'est pas les mêmes structures, quoi. Tes parents n'ont pas été entrepreneurs? Non. 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 Et toi, du coup, t'as fait études et t'es devenu salarié? C'est ça. C'est quelque chose qui se fait sans réfléchir et toi, t'es plutôt à fond dans ta conception, dans tes pièces. Tu fais le truc parce que c'est légal ou t'avais toujours eu quand même des envies d'entrepreneuriat? Ouais, si, j'avais quand même envie qu'il y ait quelque chose de posé là-dessus quand même. Même si c'est pas grand-chose, je voulais pas que ça reste une page Instagram d'un mec qui vend ses pièces à droite à gauche, quoi. Je voulais quand même qu'il y ait un côté carré assez professionnel. Tu vois, en plus, je suis vraiment parti vraiment à 100% comme si c'était une société, hein. Tu vois, j'avais déjà commencé à faire les flyers, les cartes de visite, les machins. Ouais, il faut que je trouve un truc pour un site internet. J'avais contacté des mecs pour qu'on fasse leur conditionnement. Ouais, il faut que les pièces, ça soit dans des belles mousses et tout. Dans ma tête, ça partait vraiment à 100 000 à l'heure, quoi. Et j'ai aimé faire ça. Tu vois, ça a été tu finis ta journée et tu rentres le soir, il est 18h, jusqu'à minuit, 1h du matin. Ouais, putain, faut que je fasse comme ça, faut que je fasse ça. Oh, putain, ce serait cool de faire des fringues, ça serait machin. Oh, je partais à 1000 à l'heure, quoi. 1000 à l'heure. Ouais, Ouais. passion, la Ah passion. ouais. J'avais vraiment envie de pousser le truc. Et en plus, ce qui est paradoxal, c'est que j'ai voulu toujours mettre ça en avant, enfin montrer mon travail, mais jamais moi en fait. Genre, c'est MJ qui fait, c'est pas moi les gars. C'est ouais, trop beau les calpiers, trop beau machin. Ok, c'est MJ. Donc ça me donne plusieurs questions, mais on va commencer déjà par la base, parce qu'on n'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure. Pourquoi MJ Design? Bah alors, Melee John, hein. Je vais pas aller chercher plus loin. Voilà. Ok. Nom, prénom. Tout bêtement. Je me doutais peut-être qu'il y avait John, j'étais pas sûr. Ouais, tout, voilà. Si jamais, voilà, si vous le saviez pas, vous avez mon nom inscrit sur vos calpiers, vous avez ma carte d'identité. Ouais, donc non, mon nom, prénom. Et puis, pour ce qui est question logo, tout ça, j'ai quand même des amis tatoueurs qui sont, voilà, qui ont le côté artistique plus que moi. Donc, une feuille blanche, un stylo, et puis on s'est mis autour d'une table, allez, feu, quoi. Puis, le logo est sorti comme ça. Je vais te demander l'exercice de nous expliquer un petit peu ce que tu fais vraiment, mais sans rentrer D'accord, dans les détails. Non, mais dans un vocabulaire trop technique. Il faut que ça soit audible pour les auditeurs, mais pour vraiment comprendre, parce que je te dis ça parce que je pense que l'accessoirisation aujourd'hui, elle est faite, comme on discutait aussi un peu en off, par des gros groupes, par des grosses boîtes, par des grosses usines et tout. Et on voit que le produit fini. Exactement. Et je pense qu'on comprend pas ce qu'il y a derrière. Et toi, en plus, on peut le dire, tu es quand même plus artisanal, entre guillemets, sur le volume, sur le fonctionnement. Malgré que, comme on disait tout à l'heure, tu n'utilises pas comme nos potes de Good Kiss, on n'a pas arrêté d'en parler, donc on leur fait une petite dédicace quand même. Je fais un gros big up à Angelo et Anthony. Ouais. Et l'idée, c'est quand même de dire que toi, tu es quand même plus sur un process, on va dire, plus moderne. Ah ouais. Bah oui. Alors d'ailleurs, je sais qu'ils avaient pour projet, je fais une parenthèse avec eux, de rentrer un centre numérique. Et je leur avais dit d'ailleurs, si jamais vous êtes coincés et tout, s'il faut monter à Paris ou même un coup de téléphone, moi, sans problème, je vous aide, quoi, parce que c'est pas le même métier, quoi. Entre tourner des manivelles et puis taper sur un pupitre et puis programmer sur un ordi, c'est... Voilà. C'est vrai. Ouais. Alors, je fais une aparté aussi, parce que j'ai vu ça l'autre jour sur Instagram, et ça a dédiabolisé. Alors, je pense qu'on peut pas faire... on fait absolument pas le niveau de précision de ce que tu fais. Mais l'autre jour, j'ai quand même vu un appareil où il prenait une pièce et il pointait avec le manche... Ah ouais. Tu sais, tous les endroits de la pièce, en gros. Je sais pas, il devait faire un support pour je sais pas quoi. Et après, ça le reproduisait sur un truc et tout. Avec le palper 3D, ouais. Et c'est marrant, ça dédiabolise un peu tout le truc de
Tu rentres avec un ordi, tu dois calculer. Voilà, tu sais, quand on fait des portes ouvertes. C'était de la découpe laser. Hein. C'est pas non plus. On n'est pas non plus sur un truc. L'industrie va très très vite en vrai. Hein. Quand les gens ont fait visiter l'entreprise, ils nous voient taper sur un ordi. Ils disent, en fait, vous avez une pièce en 3D, vous la mettez dans la machine et puis la machine elle fait. Non. Si seulement. Non. Il y a des heures de boulot en amont pour sortir une pièce. Mais clairement, si je réponds à ta question, comment ça marche? Alors déjà, je suis tout seul. Je suis tout seul côté fabrication. Donc j'ai ma compagne pour tout ce qui est communication, publication, photo, tout ça, machin. Donc Fuel Focus Production. Voilà. Un peu de pub. Allez vous abonner. Voilà. Donc côté fabrication, je suis tout seul. Donc ça commence comment? Ça commence une tablette. Je dessine. Je commence à modéliser quelque chose en 3D. Je regarde les rendus, voilà, j'ai une pièce qui est peut-être à côté de moi, je vais prendre 2-3 codes. J'ai ma moto qui est là, je vais prendre 2-3 codes. Je commence à modéliser, j'ai un produit qui sort qui me semble pas mal, je l'envoie sur l'ordinateur, je commence à programmer, donc là il y a toute une programmation avec choisir son outillage en fonction des formes de la pièce, tout ça. Je choisis ma matière en fonction du traitement que je vais lui amener après. S'il y a de la nodisation, donc pour colorer la pièce, tout ça, c'est plus les mêmes matériaux à utiliser. Vient donc l'usinage, donc je la mets dans la machine, j'usine, voilà, je fais ce que j'ai à faire, je valide le process. Généralement, je l'essaye sur ma moto ou avec des potes comme ça avant de commercialiser la chose. En amont, donc il y a forcément aussi des tests de résistance quand c'est des pièces typiquement comme des risers, où il y a quand même un peu d'effort dessus, on n'a pas envie qu'au premier freinage, voilà, que le guidon nous reste dans les mains. Donc voilà, je m'occupe de toute cette partie-là, et puis après, tout ce qui est traitement de surface, je sous-traite, parce que anodisation, c'est un autre métier, et chacun son métier. Et puis voilà, quoi, donc conditionnement derrière, et puis c'est parti, quoi, on envoie à droite à gauche. C'est quoi les données du départ sur tes créations de pièces? Le design, ça, MJ Design, c'est dans le titre. C'est dans le titre. donc ça, ok. Est-ce qu'il y a des données aussi, je sais pas, de performance, gagner du poids? Est-ce qu'il y a des données plus techniques aussi sur certaines choses? Sur les parties des cale-pieds, alors le poids, je dirais que c'est subtil, quoi. On essaie de travailler sur des trucs aérés où le cale-pied, on lui demande quoi? On lui demande d'avoir une accroche. Voilà. Alors, là, je vais peut-être plus parler du côté performance, donc club style ou bagger perf. Mais on lui demande quoi un cale-pied? Vraiment avoir du grip sur la chaussure. On veut pas que le pied chasse s'il pleut un peu ou machin. On lui demande quoi aussi? On va lui demander peut-être de le travailler autrement pour que dans les virages, on ait un gain de garde au sol, pour frotter moins rapidement, tout ça. Donc j'ai travaillé là-dessus. Donc oui, il y a quand même une recherche d'amélioration de performance dans les pièces. Tes pièces, quand tu les penses club style, comme on dit, parce que club style, pour moi, il y a un courant vraiment esthétique qui marche beaucoup, mais il faut pas oublier que les origines aussi de ça, c'est tout le côté performance, à faire des wheelings, à faire des drifts, à faire tout ça. Peut-être qu'il est moins développé en France. En tous les cas, il y a beaucoup aussi d'amoureux du club style pour le côté esthétique qui vont faire ça sur le moto. Moi, si jamais j'en fais un jour, je serai de cette catégorie-là. Je vais pas aller faire des drifts dans les ronds-points et des roues arrière sur le périph'. Une fois qu'on a compris le truc, c'est cool pourtant. Ouais. Je vais pas en parler, mais je pense que ça serait moins cool pour ma femme. Donc, mais voilà. La mienne est aussi barrée que moi, donc. donc voilà, mais est-ce que tes pièces, elles sont aussi pensées du coup pour ça? Oui, clairement, ouais. Les risers, typiquement, j'instaure un petit pullback, donc un petit retour de guidon pour avoir un certain confort de conduite. Si jamais le mec veut faire du wheeling, il peut tirer déjà plus dans le sens que de tirer en hauteur, et puis voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme pièces? Je sais pas moi, les sélecteurs, on travaille avec un dessus du sélecteur, donc qui est le dessous de la chaussure où on va avoir du grip, et un dessous de chaussure qui est plus lisse, plus arrondi pour avoir un truc plus agréable. Donc on essaye vraiment que chaque pièce, même si c'est subtil ou qu'il y ait un petit truc, quoi. Ouais. Les embouts de crash bar, là où c'est peut-être plus esthétique,
Mais tu vois, j'ai rajouté juste le petit couvercle pour cacher la visserie. Donc le petit truc en fait qui fait la différence. En plus, tu as le petit logo qui est du coup en pleine face. C'est sympa quoi. Donc ouais, j'essaye vraiment j'ai pas envie qu'on dise ouais, il a plagié cette pièce-là de chez lui, de chez machin quoi. J'essaye vraiment de sortir du cadre de ce qui se fait un peu déjà quoi. Quand tu pars dans ton projet, tu pars John, son idée, son truc, ou est-ce que tu regardes un peu ce qui se Non, fait ouais. et Non, alors il y a certaines pièces, ça vient comme ça. Il y a certaines pièces, je sais pas, je vais regarder un truc, je dis: «Waouh, ça c'est cool». Et après bon, il y a un peu d'inspi, qu'on revisite pour faire à notre sauce. Mais en vrai non, je pars beaucoup d'une pièce d'une page blanche. Je crois que tout ce qui est au catalogue, il y a pas une seule pièce qui est enfin pas plagiée, j'aime pas ce mot-là, mais qui démarre pas d'un truc que j'ai vu, quoi. Ouais. Alors j'ai eu des demandes de personnes qui m'ont dit, «Ah bah tiens, j'ai vu ça sur internet, je veux la même chose mais avec ton truc à toi, quoi». Donc là, bon, bah, tu un peu plus tu envie de lui dire: «Bah, envoie-moi la photo et je vais faire, voilà, je vais faire avec ma sauce à moi, mais je vais m'appuyer quand même sur ce que tu m'as envoyé, quoi». C'est comme, tu vas te faire tatouer, tu as ton idée, tu pars des inspirations? ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Donc non, j'essaie vraiment j'ai envie que les gens, en fait, sans même voir le logo, disent, ben, à terme, dire: «Ah putain, ça, je crois que c'est MJ», tu vois? Pour comprendre, tu travailles la semaine sur tes horaires de journée sur donc ta boîte, et les soirs ou après Soir, ou week-end, ouais. soir, week-end, tu Bah, bosses les pour vendredis MJ. après-midi, bien souvent, c'est pour MJ. Et puis, ben, par contre, là où je reste professionnel enfin, où je reste correct avec mon patron, c'est que s'il y a le rush avec Mekainov, ça sera priorité à Mekainov. Voilà. Mon gagne-pain, ça a été Mekainov, il m'a fait confiance, machin, donc je peux pas me dire, «Non, non, là, on est dans la merde, par contre, faut que je fasse MJ», quoi. C'est non. Et après, c'est pareil, hein, je vais pas mentir, hein, moi, aujourd'hui, il y a des pièces dans l'aéro, qui sont facturées, à des prix, voilà, quoi. Paire de calpiers à côté, c'est un croissant. Donc non, non, en fait, ouais, les soirs, j'essaie de rester un peu et souvent les week-ends. Ouais. Réexplique-moi ta bascule un petit peu. On en a parlé un petit peu en off sur le moment. Comment ça se passe entre qu'est-ce qui te dit, parce qu'à un moment il y a forcément quelque chose qui t'a dit ah ouais mais en fait je peux les vendre. Il y a... tu vois, parce que tu les fais pour toi, tu le fais pour toi, tu te dis oh, c'est cool, et à un moment il y a une bascule qui te dit mais attends, il y a une demande. Mais en fait, je crois que j'y vais par réticence au début. J'y vais par réticence parce qu'en fait, je suis conscient de mon travail, mais ouais, je sais pas, j'ai peur du retour, j'ai l'impression. Et bah, l'anecdote, en fait, c'est le premier salon que je vais faire de la moto à Lyon, où je vais rencontrer les mecs du Club Cycrew, dont Aurélien Le Guillot, que je salue bien fortement. Et donc je vais pour les rencontrer, j'arrive le Faudra que vendredi. tu me mettes en relation un jour pour enregistrer un podcast avec lui. Ah Je ouais, pense que ça ah serait ouais, cool. là, on a un personnage. Ça serait cool. Ah ouais, franchement, je le vois d'ailleurs ce week-end à la Punta, vu que bon, on est quand même pas à la porte à côté, c'est toujours un grand plaisir de se voir. Donc je vais à ce salon, je le vois un peu, boiter au loin. Je me suis dit: «Oh, là, il y a problème, là». Et je dis: «Putain», donc je dis: «Bah, salut et tout, John», je dis: «Qu'est-ce qui t'arrive et tout?» «Ouais», il me dit: «Ah, j'ai fait le con hier». Ouais, on est resté un peu avec, 2-3 potes, après les concerts, parce qu'il y avait une nocturne au salon, en fait. Et bah, j'ai voulu faire des wheelings, quoi, entre les halls. Et d'un hall, en fait, genre du hall 7 au hall 6, bah, leurs vêtements étaient pas pareils. Et à l'époque, je crois que, ouais, il avait déjà une grosse prépa moteur. Bref, il fait son wheeling, ça allait 1 fois, 2 fois. Sauf qu'à un moment donné, bah, il change de revêtement, la moto par terre. Et bah, il y avait un pauvre petit monsieur qui avait un stand de déco de palettes, il faisait des meubles, je crois, avec des palettes. Ah ouais, 400 kilos dans le stand, il restait plus grand chose, quoi. Ça résiste pas à la palette. Non, non, non. Et du coup, bah, moi, j'arrive le lendemain, il me dit ça. Puis il me dit: «Mais en fait, la moto, elle est présentée au concours, ce soir». Et Calpi HS, crash bar, poncé, quoi. Bah, je dis: «Tu sais quoi? Je suis venu avec des pièces dans mon sac, en fait». Il me dit: «Pourquoi? Me demande pas, mais je suis venu avec des pièces». Et encore une fois, les planètes qui s'alignent, quoi.
Et donc me voilà en train de bricoler sur sa moto devant, je sais pas moi, je vais pas dire, mais devant beaucoup de personnes, quoi. Puis sa moto, on va le dire, qui n'a pas vu sa moto? Les gens, en fait, se sont pas déplacés pour la voir, mais quand ils l'ont vue, ils se disent: «Putain, cette moto-là, on la connaît, quoi». Je l'ai vu sur Insta. Voilà, donc niveau européen et même maintenant international, enfin niveau mondial, je pense que tout le monde a déjà vu sa moto dans le club Sai. Et me voilà en train de bricoler sur sa moto et puis prendre en vidéo, en photo et tout. Arrivé le soir au concours, le mec finit premier. Alors pas grâce à mes pièces, hein, mais du coup mes pièces se retrouvent sur la moto qui est sous le podium à Lyon au salon du 2 roues, qui est quand même pas un petit salon, quoi. Donc la visu est énorme et Aurélien qui est quand même quelqu'un de très passionné et de très humain, qui soutient l'artisanat français, mais au plus haut. On est resté en contact après, il m'a dit, «Je vais pas te lâcher, quoi. Il faut que tu ailles plus loin, quoi. On va tout faire avec le Club Style Crew pour que ça marche». Et c'est quelque chose qu'il a fait et même encore plus, quoi. Parce que lui avait déjà quand même une certaine communauté et ouais, ça a été hop, ah ouais, le premier tremplin, il a été là, ouais. Ouais, ouais, parce qu'on a vu tes pièces, sur la moto d'Aurel, putain, je savais pas qu'il y avait un mec en France qui faisait des pièces. C'est vrai. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, t'achètes, c'est États-Unis, ou voilà, quoi. Et moi, je t'ai connu vraiment à ce moment-là, sur les pièces que tu avais fait pour lui. Et je t'ai connu grâce à son compte, avec le repartage à l'époque, et en mettant voilà, mes cale-pieds et tout. Et du coup, j'étais allé voir. Et tu vois, j'ai eu le même ressenti. C'est que je me suis dit... c'est pas péjoratif, hein, ce que je vais dire, mais j'ai senti quelque chose d'artisanal à Ouais. travers, tu vois, ton Insta et ton truc. Et pareil, je me suis dit, waouh, tu vois, il y a un mec en France qui sort des pièces. Donc je me suis dit, ça doit être quelqu'un qui est très expert dans la fabrication, modélisation, et qui doit sûrement être passionné de moto et qui a lancé un truc. Mais on sentait quand même que c'était pas un mastodon, tu vois, de la production qui arrivait et qui se... Et ça, d'ailleurs, alors j'en fais peut-être pas assez, la communication, mais je préfère le dire maintenant, c'est que jamais, au grand jamais, je veux être un grand distributeur comme OG Garage, comme, voilà. Moi, je veux garder le contrôle de la qualité. Je préfère sortir moins de quantité d'un produit, mais de renouveler mes produits souvent. Genre, des cale-pieds, j'en dessine quand même assez souvent. J'ai quand même toujours la tablette avec moi, à dessiner quelque chose, à droite à gauche. Je veux garder ce truc et en fait, ce que je veux pas, alors là, je vais peut-être, être pas gentil avec les autres, mais en fait, quand je vais sur les événements, ce qui me dérange, c'est que, comme dans le Chicanos, tout ça, on a quand même des motos assez extravagantes dans la peinture. D'ailleurs, ma compagne appelle ça des peintures de auto-tamponneuses. Voilà, pour tous ceux qui ont des peintures dans le club style, on a des peintures de voitures auto-tamponneuses. Je sais pas si elle va avoir beaucoup d'abonnés en plus, voilà. là, du coup. Et du coup, je me suis dit, en fait, ce qui m'embête un peu dans les événements, c'est que tout le monde a les mêmes pièces. Ça, c'est sûr. Voilà, en fait, à part la couleur des pièces qui changent, ils ont tous les mêmes pièces. Et quand tu arrives à un niveau de préparation, déjà rien que dans les peintures dans le club style, on peut très bien passer d'un Dina qui est sobre, mais qui a tout ce qu'il faut, à un truc, mais il n'y a pas une pièce qui n'est pas peinte ou... Petit aparté par rapport à ce que tu dis, là, ça me fait penser à un truc. Donc, t'as vu, j'ai fait mon early shovel, mon chopper et tout. Et comme je suis assez content du rendu, au moment où je l'avais acheté, même un peu avant, quand j'avais le projet de faire un vieux chocho, je m'étais abonné sur Facebook à des groupes américains passionnés de shovel et tout machin. Quand le rendu final sort, je vais vite mettre une photo, tu vois, sur les groupes, tu sais. C'est quand même une grosse communauté, hein. Des gros groupes américains, tu vois. Donc, j'imaginerais, ouais. passionnés et tout, en me disant, ouais, t'es trop fier et tout. Le truc, un carton qui, je sais pas, je dois avoir 150 partages, 2000 likes par rapport à... Alors, mais bon, par rapport à mon compte personnel ou le compte de Fréquence Motor, on est quand même sur des choses beaucoup. Donc, t'es super content, super fier et tout. Et ce matin, je reçois un mec qui m'écrit un message et qui me dit Same bike. Et je me dis quoi? Et je regarde et il m'envoie une photo d'un cheval vert
avec Non, le même résé. non. Alors, l'arrière un peu différent et Ouais. tout, la peinture un peu différente, mais une dominante verte comme moi, à paillettes, avec le même kick et des mêmes petites finitions dorées, tu vois. Ok. En fait, je me suis dit, en vrai, ce matin, je me suis vraiment dit, si tu veux faire un truc qui n'existe pas, c'est impossible. Bah ouais. Ah ouais, hein, C'est puis très, très difficile. le cheval dans le custom a été quand même Ouais, et puis même exploité. sans parler de moteur, mais même tu sais, de couleurs, de Ouais. choses. Je Le sais pas, custom je sais en pas si t'as général. vu mon autre, j'ai un 1340 vraiment en chopper, tu vois, avec, Ah non, je crois que je l'ai pas avec vu. une fourche Springer et tout, et j'ai une couleur rose, Ok, turquoise et noire, tu vois. ok. Ah, Voilà, faut que tu vois, j'aille j'ai voir. vraiment une. Et en fait, c'est marrant parce qu'au moment où je l'ai fait, moi, je l'ai fait parce qu'il y a une course, j'ai déjà raconté, donc je vais le raccourcir un peu, mais bref, il existe ce qu'on appelle la Sultan of Sprint. Je sais pas si Ok, tu vois ce que c'est. ok. C'est des petites motos qui font des Ouais, lignes droites, tu vois, ouais, et ouais. tout. Et alors, à cette époque-là, leur logo, quand je l'avais vu, c'était donc turquoise, rose et noir, et j'avais trouvé ça magnifique. Et je m'étais dit, quand je ferai une prépa, je prendrai ces couleurs-là. Et en fait, je l'ai fait. Et après, j'ai rencontré d'autres peintres. À un moment, je l'ai fait un peu avant, quand même, ça là-dessus, je tiens à le dire. Le précurseur, où en fait, c'est les couleurs de la Californie. Ouais, ouais, Tu ouais. vois, ces couleurs-là, turquoise et rose. Et j'ai croisé des peintres et ils m'ont dit, ah, mais j'ai déjà fait là, il y a 2 mois, j'ai fait une couleur Californie sur une prépa et tout machin. Donc ça arrive, mais en fait, tout se fait, quoi. Tu vois, Ouais, c'est difficile, tu ouais, vois. Et ouais. dans le club style, je trouve que quand je regarde et tout, t'as beaucoup de motos qui se ressemblent, malgré tout. Ouais. Tu vois, Bah, après, c'est. on va pas se mentir. Déjà, niveau sellerie, je pense qu'on a tous du Sadelman. Ah, allez, à 80-70%. Je pense que ouais, ils ont le lead Ah ouais. mondial, eux. Ouais, 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 ouais. Ah ouais, je pense que c'est le seul qui a pas trop de concurrence. Que tu prends même Fish Shade pour le fairing. Maintenant, il commence un peu à y avoir 2-3 trucs qui se fait pas de sympa. Mais ouais, c'est vrai que entre le fairing, la selle, la peinture, les cale-pieds, les risers, les crash bars, oh, ouais, et c'est ce côté-là, en fait, je me suis dit, ben, même moi, je veux pas faire genre 1000 cale-pieds et que me retrouver à un événement où j'ai 1000 cale-pieds de MJ. Je préfère qu'il y ait ces cale-pieds-là avec lui, ah bah il a les nouveaux qui viennent de sortir. Lui, il a ceux-ci, mais d'un autre design. Enfin, en fait, je veux que ça soit diversifié. Je veux pas un produit qui soit hyper ouais, reproduit à souhait, quoi. Alors, pour comprendre cette réflexion-là, parce que alors moi, tu sais, quand j'ai un peu un passé d'entrepreneur, donc des fois, je me dis, quand il y a un truc qui marche, il peut y avoir de l'argent et il faut y développer, mais je peux comprendre aussi ça. Alors, je vais te poser une question que j'aurais peut-être pensé plus te poser un peu plus tard, mais du coup, quelle vision tu vois pour MJ? Qu'est-ce que tu veux Pour l'instant, l'équilibre, pour moi, là, il est bien. Il est bien parce que je m'en sors. Alors, il y a des moments où c'est quand même le rush, hein, parce que forcément, hein, plus tu es diffusé, plus tu es repartagé, plus il y a de la demande. Et moi, mon temps, enfin, il est pas extensible comme ça. Donc, je sais pas. Je me suis déjà posé la question de sous-traiter en France. Voilà, je tiens à le souligner parce que voilà, on en a parlé en off. Je suis quand même pas mal sollicité par des entreprises à bas coût. Mais non, j'ai ce côté asiatique? voilà, ouais. Ah ouais, et puis ils y vont, hein, ils me lâchent pas, hein. Mais non, je garderai ce côté artisanat français et voilà, j'ai quand même des contacts dans le milieu, ça fait 11 ans que je suis dans l'usinage. Je sais qu'il y a des pièces où peux, heu je peux sous-traiter à des entreprises de confiance, quoi. Et puis moi, ce qui me permet surtout de prendre un peu plus de temps pour développer surtout des nouveaux produits. Parce que en fait, fabriquer, concevoir, c'est pas l'un avec l'autre, quoi. J'ai une partie conception qui me prend énormément de temps, parce que tu commences, mais tu sais jamais quand tu vas finir. Et bah, et puis la fabrication, bah, physiquement, il faut que je sois devant la machine et puis je peux rien faire d'autre, quoi. Est-ce que tu penses que tu pourrais en vivre à H24 aujourd'hui si tu mettais plus de moyens du coup? Là, bah, alors, là, si je prends cette année-là, ouais, je pense, ouais. Mais, c'est toujours un mais, j'aime les pièces que je fais à côté, pour mes Meccano. En fait,
MJ, il y aura toujours une recherche de design, mais on va dire que je serai toujours limité par ma perception des choses. Qu'à Mekainov, en fait, j'ai des projets qui arrivent, qui sont pas de moi, mais qui sont... Je me suis dit, putain, mais en fait, ces mecs qui ont dessiné ça ou qui veulent ça, c'est des génies. Et j'aurais pas pensé à faire ça. Et en fait, ce côté-là, il vient m'apporter un truc, et d'ailleurs qui se répercute après sur MJ, parce que ça me donne d'autres idées, et voilà. Et en fait, ouais, je pense que j'aurais du mal à couper avec mon premier métier, parce que j'adore faire vraiment ce que je fais. Après, attention, hein, on n'est pas obligé de vouloir développer, de faire de la grosse production et de faire quelque chose. Ça se tient, hein, ton discours de dire, moi, je veux garder peut-être une production plus limitée, que les gens soient renouvelés régulièrement. Et si le fonctionnement va Oui. bien, et voilà. Et après, c'est sûr que la difficulté, c'est la contrainte de temps, et ça, c'est toujours pareil. J'imagine bien qu'il y a des moments, tu vas avoir sûrement des contraintes de commande, de choses, et à côté, t'as le boulot, et quand tu gères 2 boulots, C'est ça. ça doit pas être facile. C'est ça. Ouais, et puis il y a encore les autres à côté de la vie qui doivent s'incruster là au milieu. Donc, ouais, c'est des journées qui parfois sont assez longues, ouais. Aujourd'hui, euh, comment tu fonctionnes? T'as un site internet? J'ai une boutique en ligne. J'avais un site internet, mais clairement, je suis pas enfin, je connais rien, donc je crois que j'ai fait 1 an avec mon nom de domaine et après, j'ai pas renouvelé parce que c'était une galère, hein. Puis en plus, il y avait pas d'action d'achat, c'était vraiment une vitrine. Je me suis dit, en fait, mon Instagram, et puis je peux faire autrement, que moi je puisse maîtriser, que de passer par ça. Donc je découvre Shopify, tout ça, pour les boutiques en ligne qui se font, mais d'une manière très simple. Et franchement, celui qui veut lancer son e-commerce, faut arrêter de croire que c'est contraignant, parce qu'il n'y a rien de plus simple. Et après, c'est pareil, j'ai des connaissances pour faire des PDF, des machins, des trucs. Donc je dis, je vais me faire un catalogue numérique que je vais glisser en lien, que je vais imprimer. Et puis voilà, pour la Punta, par exemple, j'ai fait imprimer des petits catalogues en format 3, 4. Ouais, je sais plus, bref, des fois des catalogues. Et où les gens puissent avoir un regard sur ce qui se fait. Et voilà, j'ai assez de ça pour avoir amplement de commandes et de taf, quoi. Ok. Aujourd'hui, donc tu as quand même une espèce de petite sous-traitance un petit peu auprès de ton entreprise Ouais, pour la production, ouais, l'utilisation des des machines, machines, ouais, ouais. la matière aussi, C'est du ça, coup, ouais, j'achète la ceux qui matière t'achètent la à matière et tout. Mekaina, ouais. Et ta production à côté de ce que tu vends, là-dessus, t'es déjà rentable? Oui. Ouais. Ouais. Oui, C'est... non. Déjà, sans rentrer dans les détails, mais de part du régime de micro-entreprise, où on est quand même pas inondé de charges. Bon, le seul inconvénient, je dirais, c'est que j'ai pas de récupération de TVA. Je paye tout TTC. Donc là, par exemple, sur des forfaits d'anonymisation, qui est aujourd'hui le budget le plus conséquent pour MJ, parce que voilà, tout est relatif, hein. Je veux pas faire de quantité, sauf que l'anodisation, c'est des forfaits. Que j'amène une pièce ou 200 pièces, c'est le même prix. Et à savoir que c'est, je vais pas dire de conneries, je crois que c'est 180 € le forfait, sauf que c'est 180 € par couleur. Donc si j'ai 3 pièces à faire à 140 € et qu'ils me les veulent en 3 couleurs, voilà, j'ai déjà plus de 400 balles d'anodisation et j'ai peut-être 250 balles de pièces, quoi. Donc il faut réfléchir, il y a une logistique à avoir entre, tu m'as passé commande, j'ai validé, quand c'est des gens de confiance, voilà, OK. Sinon à compte, par contre, je leur préviens, je dis: «Voilà, tu as voulu du rouge ou du doré, je sais que je vais avoir ça qui va rentrer, dès que j'ai fini ma prod en doré, j'envoie tout», et voilà. Tu fais une petite prod avec un petit stock? Ou tu produis à Ouais, la commande? non, généralement, ça dépend les pièces. Riser, je fais pas de stock. Riser, je fais pas de stock parce que, on a quand même, c'est quand même il y a quand même pas mal de débit matière et puis de boulot en termes d'usinage. Donc puis là, on est quand même sur des styles assez appropriés, donc assez atypiques. Donc ça, je le fais sur commande. Cale-pied, à chaque fois que j'en fais, j'essaie de m'en sortir 1 ou 2 lots en plus, au cas où. Mais c'est toujours pareil. Tu sors une paire de cale-pieds. Tu fais quoi? Tu la laisses en alu? Tu la laisses en noir? Tu la fais en doré? Qui va acheter? On ne sait pas qui le prochain va acheter, quelle couleur.
Donc des fois c'est un peu des coups de poker. Après là, ça fait combien de temps maintenant que tu vends sur... Bon, alors la boutique Shopify, c'est très récent. Boutique Shopify, je crois que ça fait même pas un an. Après, avant, c'était que du Instagram. Tu dois commencer à avoir un peu de retour quand même sur les tendances. Oui. Tu vois les couleurs qui se vendent plus, clairement. ceux qui se vendent un peu là, moins. Là, je sais que typiquement, là, sur ma moto, le 7 cale-pied qu'il y a sur la moto, clairement, c'est ce qui est le plus vendu. Ceux-là, je sais que j'ai zéro risque. En plus, pour ceux qui connaissent, c'est les fameux cale-pieds en bicouleur, avec le flasque qu'on peut colorer à souhait. Et moi, c'est pareil, sur ces cale-pieds-là, donc la base qui est noire, là, donc je prends pas de risque, c'est toujours du noir. Et donc ce petit flasque qui est autour, où on peut changer la couleur à souhait, c'est fait en thermolacage, et ça, c'est pareil, c'est moi qui fais, quoi. Donc j'ai la compétence de faire, moi, quand j'ai envie, sans que ça soit facturé. J'ai aucune idée de comment ça fonctionne. Une production par exemple, d'un jeu de cale-pied, ça prend combien de temps ? Ça varie en fonction des tailles, je dirais, puis de la complexité des cale-pieds. On peut aller de... Alors c'est pareil, je prends pas les bagueurs perf, parce que là, on est quand même sur des platines beaucoup plus conséquentes. On est, une fois le prototype bien validé, bien sûr, une fois que tout est optimisé, je dirais qu'on est à 1 heure, fini. Après, donc, il y a tout la nodisation derrière, mais bon, qui est sous-traité. Je dirais, 1 heure. 1 heure pour faire une paire. Donc à chaque fois que tu crées quelque chose, j'imagine que tu fais les dessins, les trucs, tu vérifies sûrement des contraintes, des choses, des trucs. Après, tu crées un prototype. C'est ça. Que tu testes. Que je teste. Donc, voilà, Harley Besançon a fait partie des premiers acteurs pour pouvoir au moins monter les pièces. Tu vois, je vais pas dire au client, je vous envoie les pièces, et ça va pas. Ça, c'est un truc qui me faisait peur au début. Donc, je préférais dire, envoie-moi ton modèle de moto. Moi, je me renseigne, même s'il faut aller genre à Chalon ou à Dijon, machin. Il me faut la moto. Au moins la première fois. Sinon, ça me ferait chier que les pièces arrivent à l'autre bout de la France, ou même en Suisse, parce que j'ai quand même des Suisses, des Belges, des Allemands, des Italiens. Je me dis, ça me ferait chier qu'ils jettent là-bas. Puis, tu vois, le mec, on est tous pareils. Quand tu reçois une pièce, t'as qu'une envie, c'est de la monter sur ta moto, puis aller faire un tour après derrière, quoi. Et ouais, ça m'embêterait que ça n'aille pas. Aujourd'hui, en termes de volume, pour me rendre compte, ça varie énormément, tes ventes chaque mois, ou t'as quand même une... La moto est saisonnière. Hein. Ouais. On n'a pas... Oui, plus l'été que l'hiver. Voilà. Ou alors, ça dépend, peut-être, Ça dépend, parce que, en fait, t'as le gros rush avant la saison, parce que les gens veulent leur moto. T'as un rush avant les événements, parce qu'il faut préparer. Il y a des mecs qui vont aller faire des concours, des trucs comme ça. Et t'as les rushs des mecs... Enfin, c'est moins un rush, du coup. C'est d'ailleurs la période que je préfère. C'est l'hiver où les gens disent, en fait, ma moto, elle est au garage, tranquille, quoi, t'as le temps. Je sais qu'à la saison prochaine, je veux ces pièces-là, mais tranquille, il y a le temps, quoi. Comment tu te positionnes aujourd'hui ? Je vois, alors je pense à eux parce que j'avais déjà vu des choses Cross, du coup. Ouais, Cross Street. Comment tu te positionnes aujourd'hui, selon toi, en termes de prix et de qualité par rapport... C'est quand même quelqu'un qui vend beaucoup. Ouais. Ah ouais, Cross Street. Ils sont allemands, non ? Flow Motorsport, Cross Street, tout ça, ouais. C'est allemand, c'est ça ? Je pourrais pas te dire. Non, je sais pas. Ah ouais, là, j'avoue, je veux pas dire de bêtises. Ok. Mais je pense que de toute façon, mes prix, faut pas se leurrer, donc je les fais en fonction quand même de ce que me coûte la prestation. Mais il faut aussi rester dans le scénario, quoi. Faut pas s'éloigner, faut rester crédible. Donc je me suis quand même un peu appuyé sur leur prix à eux. Après, toutefois, il faut quand même pas oublier que quand tu commandes sur ces sites-là, à part quand il y a les revendeurs en France, mais il faut pas oublier les frais de douane, les frais d'import et tout ça. Tu vois, demain, moi, quelqu'un qui me dit, ouais, les OG Garage, ils sont moins chers. Ouais, sur leur site. Attends de les recevoir chez toi. Tu verras si je suis moins cher, du coup. Et c'est pareil. Hein. OG Garage, c'est où ? Je connais pas, moi. Alors, à la base, c'est canadien. D'accord. Voilà. Mais je sais qu'ils produisent plus forcément. Ils produisent où c'est moins cher. Voilà. Après, voilà, des grosses structures, tu peux pas leur en vouloir. Hein. C'est le jeu. Hein. Qui, à ce niveau-là, ne ferait pas pareil. Mais par contre, en termes de prix vraiment produit fini reçu chez eux, t'es pas non plus... Parce qu'on pourrait se dire, d'un autre côté, petite production... plus on produit, plus ça diminue les coûts. C'est une logique de l'industrie qui est... Moi, je me mets à ma place, et je me mets surtout à la place du client. Est-ce que j'achèterais ça à ce prix-là ?
Et j'arrive à me mettre dans ce scénario-là. Par contre, je trouve que c'est encore pas assez cher pour moi par rapport au boulot que j'effectue. Faut pas oublier qu'en France, quand on veut un truc français, ça fait des décennies que c'est comme ça, c'est toujours plus cher. Moi, il faut pas oublier que même si je suis en micro, que j'ai pas beaucoup de charges, il faut savoir que le Covid, les matières premières, j'étais en plein dedans. Que j'ai réévalué mes prix une seule fois, il y a 6 mois. Oui, non, mais c'était pour le salon de la moto, le salon du 2 roues à Lyon cette année. Donc je me suis pris toutes les augmentations d'électricité, je me suis pris l'aluminium qui a pris mes 250%, et j'ai augmenté mes prix peut-être de 10% il y a 6 mois. Donc, pour moi, voilà, j'essaie d'y aller progressivement, mais voilà, je préfère le dire, je pense que MJ Design va peut-être commencer à prendre peut-être un peu plus en valeur parce que, ouais, il faut rester crédible. Il faut rester crédible, et c'est surtout que il y a le côté financier, on va pas se mentir, hein, parce que se lever et puis aller bosser tout le week-end, alors que tu as déjà fait tes 40 heures la semaine, voilà, il faut qu'il y ait une raison aussi. Mais ouais, il faut pas que la passion, le côté passion parte de ça, quoi. Il faut qu'il y ait quand même la Ouais, faut que carotte. ça t'anime. Ouais, il faut que ça anime, ouais. Et puis quand je vois, voilà, moi je pense que je suis même moins cher, hein. Il y a des pièces, typiquement, on me dit, là, les 2001 que j'ai fait pour le Club Style Crew, voilà, qui a été vendu aux membres, je crois, 149 € la paire. Quand j'ai annoncé ça, moi je me suis dit, ouais, dans des 2001, moi, ça fait, pour moi c'est cher. En vrai, pour moi c'est cher. Après, quand je commence à produire, je me suis dit, putain, il y a quand même du taf et tout, hein. Et après, on me dit, mais tu sais, au G-Garage, c'est 160 €. Et c'est moins détaillé que toi. Toi, t'as rajouté ça, t'as rajouté ça. Il y a quand même le logo du Club Style Crew, il y a ton logo sous le côté, qu'on voit maintenant qu'on est de côté et tout. C'est recherché, quoi. Elle me dit, mais 149 €, t'es pas cher. Et tu vois, donc je pense que je vais apprendre à revaloriser un peu mon travail par rapport à ce qui se fait à côté, quoi. Quand tu m'as parlé tout à l'heure du départ, et que tu me disais, quand j'ai fait mes premières pièces, par exemple, quand t'es venu pour le salon et que Aurel avait cassé ses pièces et tout, tu me disais en plus, je savais pas trop. J'ai l'impression que t'avais un peu le syndrome de l'imposteur. Parce que peut-être tu venais pas d'un milieu industriel de moto, ou que t'avais pas. Ça, aujourd'hui, tu l'as perdu. Parce que ça, je le comprends. Tu sais, moi, quand j'ai commencé le podcast, c'était pareil. Je savais tout ce que j'étais capable de faire. Alors, en prenant conscience qu'il fallait que j'apprenne beaucoup de choses encore. C'est ce qui fait qu'on s'améliore toujours. Bah, Et j'imagine que toi, c'est pareil. Mais je me suis lancé parce que je savais que j'étais capable de sortir au départ quand même quelque chose de plutôt qualitatif. Mais malgré tout, quand t'es pas du milieu, que t'as pas fait des études dedans, que t'as pas de gens autour, et je pense que c'est un petit peu la même chose pour toi dans la fabrication, conception de pièces moto, t'as toujours un peu ce syndrome-là de... Bah, clairement. Puis les gens n'ont pas ton CV en fait inscrit sur tes pièces ou sur ton visage, quoi. Les mecs, ils voient débarquer un gars qui a 3 pièces dans son sac. Ouais, ça nous disait c'est beau, mais en fait, le gars, ça se trouve, il te fait ça, puis 3 jours après, tu lui passes une commande, puis tu le revois plus pendant 6 mois, quoi. Donc, ouais, j'ai essayé de me forcer sur Instagram à poster quand même pas mal de productions pour dire que voilà, c'est quand même assez régulier, il y a quelque chose. C'est pas, je fais ça quand j'ai envie, quoi. Mais là où j'ai peut-être pas été assez bon, c'est, ouais, de parler de ce que je faisais à côté, pour rassurer les gens. C'est pas un mec, certes qui a du talent, mais qui a découvert l'usinage en faisant des pièces moto. Non, non. Il y a 11 ans derrière de spécifications dans des pièces de prototypage et complexes. Donc, je sais faire. Tu Voilà. viens pas de nulle part. Je viens pas de nulle part. T'as pas appris sur YouTube en regardant des tutos. Voilà, exactement. Non, après, ouais, on a tous commencé pas au plus bas, mais c'est vrai que quand je regarde un peu, je faisais le tour de mes archives de story Instagram il y a pas si longtemps, et quand je vois mes premiers colis, genre à Aurel, ou les premiers clients, et je me dis, rien que le conditionnement, je me suis dit, wow, c'est peut-être un peu trop artisanal, là. Ça fait, tu vois, c'est du papier bulle, ouais. Ouais, mais on part tous de quelque part, quoi. Ouais, mais tu vois, en fait, j'aurais pu dire, en fait, ça leur convient. Ils ont leur pièce, basta.
Mais j'étais déjà même là-dessus, tu vois, du conditionnement. Non, là, faut que je fasse quelque chose. De l'autre côté, tu sais, j'ai la réflexion, moi aussi, par rapport à ça, parce que des fois, je le suis un petit peu. Quand t'es perfectionniste, tu sais, c'est la problématique de certaines personnes. Il y a des personnes qui se lancent jamais. Parce qu'à un moment, ils se disent oui, mais il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Et en fait, le problème, c'est que tu as un process, des fois, qui fait que tu pourras jamais le faire dès le départ. Il faut que tu commences, il faut que tu fasses des choses, et puis à un moment. Puis le voir. Lui dire, est-ce que toi, tu aurais accepté que tes pièces payées un certain prix arrivent comme ça chez toi? Or, il y a des gens et ça va rien leur faire. Mais moi, je sais que quand j'ai vu les stories, en fait, je les ai vus repartager ça. Je dis, putain, en fait, j'ai pas envie que les gens voient ça de MJ, en fait. Parce que c'est pas en corrélation avec le produit qui est dedans. Et tu vois, question con. Alors tout de suite, je suis parti trop loin. Je me suis dit, ouais, il y a un mec qui découpe des mousses et fait faire découper des mousses à chaque forme de chaque pièce. Et après, je vais t'arrêter parce que je me suis dit, en fait, je n'ai pour plus cher de conditionnement que de pièces. Mais ouais, il a fallu réfléchir sur un truc plus qualitatif, quoi. Je sais qu'il y a les gens aussi qui aiment bien voir l'évolution. Quand on te suit depuis le début et quand tu as quelque chose d'artisanal, ils aiment bien se dire, bah tu vois, c'était ça, et c'est quelqu'un quand même qui réfléchit à toujours améliorer ce qu'il propose. Et les gens aiment bien aussi, tu vois. Faut pas enlever le fait que t'es pas une grosse entreprise, comme on disait, avec des moyens, tu vois. T'es pas une start-up non plus, avoir fait un appel de fonds et avoir pris, je sais pas, 1 million d'euros pour lancer ton truc, tu vois. Donc ouais, moi ça me choque un petit peu moins. Moi c'est pareil, hein. Quand j'écoute et que je regarde mes premiers podcasts, je me dis putain la cata quoi. Ça me, tu vois, je le fais plus parce que du coup ça m'énerve. Mais après d'un autre côté, la petite communauté que j'ai qui me suit depuis le début, tout le monde me le dit, mais tu t'es quand même vachement amélioré sur plein de choses, sur le rendu, sur les publications, sur. C'est vrai que c'est cool d'avoir des retours parce que je vois ma compagne, souvent elle me pose la question, elle me dit est-ce que tu es fier de ce que tu fais? Et je lui dis pas trop, enfin non, je sais pas trop, non. En fait, c'est pas moi qui vais me le dire de moi-même. C'est parce que j'ai pas le regard assez large sur le début et maintenant, en fait. Parce que pour moi, j'ai tellement voulu être perfectionniste à chaque moment que je l'ai pas vu, je le vois pas, en fait. C'est comme quelqu'un que tu vois tous les jours, tu vas pas le voir grandir ou tu vas pas. Et ben c'est pareil. C'est pareil. Quels sont les projets pour toi d'évolution? Déjà, est-ce qu'au final, c'était bien aujourd'hui Non, les projets. Bah non, pas tant que ça, à part sortir toujours des trucs différents et qui plaisent. Ouais, je vois pas où je pourrais partir et dans quel sens. Je sais que là, j'ai pas mal de petits trucs qui sont arrivés cool et que j'aimerais bien renouveler. Tu vois, par exemple, le King of Track que Harley a proposé cette année. J'ai été curieux d'avoir été contacté par une concession en me disant bah, en fait, on veut tes pièces sur notre prépa pour le King of Track. D'ailleurs, je remercie Harley Quimper. Ouais, des petits projets comme ça peut. C'est cool. Ouais, j'aime bien travailler pour des gens. En plus, voilà, c'était tout nouveau. Je connaissais pas les personnes. On a très vite sympathisé. Et après, j'ai quoi d'autre comme projet? Si. J'aurais un projet. Alors là, c'est plus personnel pour le coup. En fait, j'ai un apprenti à Mekainov que je suis allé chercher dans mon ancien bahut. Voilà, c'était un peu ma mission en termes d'employé, enfin de cadre. Et je me suis dit, donc j'ai revu tous mes anciens profs et tout, machin. Et je me suis dit, mais je me revoyais moi en fait à l'école. Et je voyais les gamins en fait inintéressés par le travail. En fait, ils étaient devant des machines et ils savaient pas ce qu'ils usinaient. Et là, je me suis dit, waouh, il y a un truc à faire. Et là, j'aimerais mettre en place, avec mon ancien bahut, des pièces, alors pas des trucs non plus, mais commencer à les faire travailler sur des pièces assez simples au début, faire travailler les gamins, leur dire, bah voilà, ça sert à ça, arriver avec une vidéo, les gosses, je leur montre des mecs en train de faire des wheelings et puis des burns. Ils vont dire, ah ouais, c'est ça Harley Davidson? Bah, mon père, il en a une. Quand je suis allé au bahut, mon père, il en a une. Il roule pas comme ça, hein. Donc en fait, et tu vois, c'est déjà rien que cette première approche, donc il n'y a rien de concret. J'arrive au lycée chercher mon apprenti, machin, je retourne les voir avec ce projet dans la tête,
Et là, j'en parle à mes profs qui étaient en plein cours. Et ils me disent, bah, ils sont là. Viens, on voit si... Et là, je vois les gosses. Oh, trop cool. Putain, ouais, franchement, on n'avait pas cette vision-là. Enfin, je vois les gamins, ils sont fin énervés, quoi. Et là, du coup, bah, en fait, ouais, j'aimerais vraiment mettre ça en place pour déjà leur donner envie de travailler et de voir à quoi ça va servir. Et le projet, à la fin, c'est pendant les portes ouvertes du PAU, faire venir des clients qui auront les pièces usinées par les gamins. Et ouais, s'il y en a un ou deux qui peuvent faire des burns et tout, c'est cool. Et sinon, ouais, mettre des motos, faire un truc, et puis que les gosses puissent voir leur boulot, quoi. Le fond, c'est quand même la transmission. Ouais, ouais. Et là où je rejoins, d'ailleurs, ça me fait penser à ce que disait Alex, il y en a pour tout le monde. Et moi, je suis pas dans ce truc-là. MJ, ouais, non, ça m'appartient, je veux pas que... C'est... Ouais, j'ai envie de partager ce truc-là. Et ce qui est drôle, d'ailleurs, j'ai eu un DM Instagram. Oui, alors je sais plus son nom. Oui, je suis en apprentissage, est-ce que tu prendrais un apprenti chez MJ et tout? Et je me suis dit, ah ouais, ok, ouais, je vois ce que tu fais et tout, ça m'intéresse grave, parce que moi, à l'école, ce qu'on fait, c'est pas du tout ça. Bah ouais, alors, pas maintenant, mais pourquoi pas un jour, ouais, on verra. En fait, je me refuse de rien, c'est pour ça, quand tu me parles de projet, je vis enfin, vraiment, pas au jour le jour. Enfin, voilà, je suis quand même assez quelqu'un de réfléchi, mais ça va tellement vite dans ma tête que, ouais, il y a un truc qui peut me trotter comme ça et me dire: «OK, ça maintenant c'est dans ma tête, je le ferai un jour». Comme ce qui est arrivé avec cette histoire de lycée et puis, des gamins à qui j'aimerais, donner un peu plus envie, de rester là-dedans. Non, bah, c'est super intéressant. Franchement, c'est cool. Je te sens bien. Enfin, Ouais, bah, ouais, dans ton équilibre de vie, je te sens pas forcément avoir envie de plus, mais de continuer le ouais, chemin que tu t'es tracé et ouais, que voilà, que ça ouais, ouais. progresse. Ouais, il y a vraiment pas ce côté, de recherche de notoriété ou quoi que ce soit, c'est vraiment, Aujourd'hui, tu l'as plus, le syndrome de l'imposteur. non, Ça va. non, non, T'es non, non. implanté quand même. Ouais, 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 oui, 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 je pense que ça, je l'ai plus. Puis ça s'est fait, je dirais, sans prétention, assez rapidement, parce qu'il y a eu donc la force donnée par les gens qui m'ont fait ma pub, hein, clairement, hein. Et le bouche à oreille a fait que les gens m'ont vite fait confiance. Je prends un mec, qui était à Mons en Belgique. Le gars, on s'est jamais vu. Je sais d'ailleurs même pas comment il a eu mon contact. Et il me dit: «Vas-y, j'ai un bagger perf à faire». J'avais jamais fait de bagger perf. Il me dit, il va être présenté pour je sais plus quelle occasion, pareil, il y aura freeway, il y aura tout. Je veux que ça soit toi qui fasses, tout le setup, cale-pied, sélecteur, ouais, je dis: «OK, pas de souci, pas de problème». Et ouais, du coup, ce qu'on disait en off tout à l'heure, je reçois un coup de téléphone: «Ouais, gros, tu as vu, tu sur, freeway?» Bah, je dis: «Comment ça, je suis sur freeway?» «Bah, je viens d'aller l'acheter là, j'ai regardé, il y a 3 pages, il y a ton nom, il y a ton logo, ils t'ont cité et tout, tu dessus». «Ah ouais? OK, bah, cool». Cool de se dire. Bah, ouais, je me dis, en fait, en plus à cette époque-là, ça faisait, ça faisait peu de temps, ouais, ça faisait même pas 1 an, je dirais, que j'avais officiellement ouvert le truc, quoi. Et je me dis: «OK, déjà, on en est déjà là», j'ai envie de dire, je me voyais pas là, on est déjà là, OK. Bon, bah, vas-y, on va continuer le bout de chemin, puis on verra ce qui se dit, quoi. Si l'aventure continue, en tous les cas, je pense que l'ouverture un peu de ce que tu disais au début, que tu as dit, t'as glissé au début et qui, enfin, on va arriver vers la fin du podcast, me semble du coup importante à dire, c'est que on sait très bien que le club style, à un moment, ça peut peut-être Ouais. redescendre. Ouais, ouais. On sait que dans la moto, c'est l'éternel recommencement, comme dans beaucoup de choses. Il y a les modes, il y a les choses. Tu vois, on a été beaucoup dans le café racer, Café Racer Bobber, ouais. qui s'est fini. C'est clairement le trail aujourd'hui qui prend le dessus au niveau mode de la moto, on va dire. L'avantage, malgré tout, toi, alors même si aujourd'hui, tu es très axé club style, c'est que les On pièces, surfe, les pièces de moto, tu pourras t'adapter à n'importe bien quel sûr. Bien mode, sûr, n'importe quel mouvement. j'ai commencé sur mon bobber, parce que voilà, tout le monde était en bobber et c'était, en pleine effervescence. Mais je saurais m'adapter, et c'est pareil, les gens n'osent peut-être pas me contacter des fois parce qu'ils pensent que je fais que du club style ou que de la Harley. C'est faux, en fait, il y a plein de projets perso
Alors, des fois que moi, personnellement, je pose pas, mais aussi qu'on me demande de... Voilà, je sais qu'il y a des gens, ils ont eu des paires de cale-pieds avec des trucs significatifs de gravés dessus ou avec des formes qui représentent quelque chose. Mais on m'a dit, en gros, chaise gardée. C'est à moi, je veux ça, c'est... On le montre pas. On le montre pas. Donc, ouais, je fais pas assez de com là-dessus, mais il y a ce côté où, en fait, il y a un mec qui est venu pour une GS. Il voulait des cale-pieds mieux que GS. Je dis, bah, je suis déjà étonné parce que j'ai jamais vu quelqu'un se plaindre de cale-pieds chez GS. Enfin bref, je dis oui, mais avec grand plaisir. Moi, en fait, je suis adepte de découvrir plein de choses. Puis tu peux y apporter le design en plus. Voilà, c'est ça. On sait que ce qui est produit aujourd'hui dans les motos, enfin moi je m'en rends compte, hein. Tout le monde sait que ça fait 33 épisodes, 34 épisodes que je dis, je suis plus Harley, mais malgré tout, et je reprends le milieu de la moto en général, et c'est pour ça que je pense que tu as un intérêt et que tu auras toujours une plus-value, c'est que de l'autre côté, tout ce qui est produit par les constructeurs, pour des histoires de coûts, t'en as parlé, le coût de production, les choses, faut pas se le cacher, il n'y a pas toujours la qualité au bout, hein. Et pourtant les prix des motos baissent pas. Donc l'accessoirisation, pour moi, aura toujours une place très importante et permettra justement, j'ai fait Flory qui est sellière, ça n'a rien à voir avec les pièces, et pour autant la sellerie aujourd'hui, elle me disait, j'ai beaucoup de gens qui vont acheter des motos neuves en concession et qui vont chez elle en disant, je l'ai acheté, j'ai fait 300 km, j'ai mal au cul. J'ai super mal au cul. Donc elle refait une selle avec, voilà. Donc il y a une place. Je veux pas pointer du doigt et critiquer pardon, la production voilà, en grande quantité, mais de l'autre côté, pour l'accessoirisation et les choses en plus, il y a du taf, je pense, hein. Ouais, et puis après, on est quand même, je parle en France, hein, on est quand même, je trouve, de mon point de vue à moi, de plus en plus, on revient vers le côté artisanal. On aime ce côté... oui. Voilà, oui. On sait faire. Oui, non, mais on c'est sait sûr. faire. Non, mais c'est sûr. C'est sûr. Ok, bon, écoute, ça fait 1h42 qu'on papote. On ne pensait pas avoir autant de choses à raconter. Fou. Tout le monde me dit ça, hein, si t'écoutes tous les épisodes. Et en vrai, c'est une pression parce que c'est vrai que quand j'écoute tes podcasts et tout, je dis putain, mais je vais faire une demi-heure, pas plus. Bah, en fait, la passion, dès qu'on parle de choses de passion, ça, on a plus de choses qu'on pense à raconter. Oui, c'est vrai. Non, mais c'était super intéressant. Franchement, j'ai découvert pas mal de choses et je pense que les gens vont aussi découvrir peut-être. Ouais, je pense, oui. Enfin, en tous les cas, moi, c'est pareil, c'est pas péjoratif, mais je vois une différence entre ce que je peux voir sur les réseaux et qui tu es et ce que tu fais. Donc ça, je pense que c'est hyper cool pour les gens de découvrir ça aussi, de voir ton visage. C'est vrai. Bah ouais, parce qu'au moins, voilà, au moins les gens sur les événements auront... Voilà, pourront te reconnaître et venir te saluer. Salon de la moto, il y en a plein qui sont passés à côté. Ah bon, t'étais là? Ouais. Donc voilà, donc, avec toutes les connaissances et tous les podcasts que j'enregistre, comme je t'avais dit par message, je commence à me créer un petit réseau qui fera que je me ferai sûrement un club style un jour. Alors, faut pas que ma femme entende cette partie-là parce qu'elle va me dire, il y a déjà bien assez de motos à la maison, mais c'est un projet en cours. Donc, je pense qu'on pourra même peut-être travailler ensemble là-dessus. C'est vrai qu'on en a pas trop reparlé, mais c'est le plus polyvalent. Bon, après, il y a le trail et tout, mais si tu veux la performance et puis du confort et puis voyager d'un point A à un point B, si tu veux vraiment les vrais codes club style, il n'y a pas plus polyvalent. Ouais. C'est sûr. Après, bon, voilà, faut quand même avoir l'amour de la marque Harley, chose qui, voilà... Ça, c'est subjectif, c'est propre à chacun. Et il faut aussi un peu de budget, quoi. On va pas se mentir. Voilà, c'est ça. Écoute, merci beaucoup pour ton partage. J'ai ton chien qui vient me faire un câlin parce qu'il en a marre que je monopolise la parole. Hein. Mais ouais, merci en tous les cas, c'était bien cool. Non, merci. Au final, ça s'est fait un peu au dernier moment, rapidement. Très belle expérience. Première expérience, très belle expérience. C'est ça. Bah écoute, voilà, j'invite tout le monde à venir s'abonner et suivre ce que tu fais, même si ils sont pas forcément fans des club style, c'est intéressant à voir. Ils peuvent éventuellement aussi, comme on a dit, toute marque, toute moto, faire des améliorations de l'accessoirisation, de la fabrication, qui reste quand même en très petite quantité, ou peut même être unique, mais voilà, avoir quelque chose d'ultra personnalisé grâce à toi. On sait faire. Et puis c'est français, et puis c'est fabriqué en France, et puis voilà, ça fait plaisir. Avec tout le savoir-faire. Et on le sait, et je le dis moi haut et fort, parce que voilà, la qualité et le savoir français se payent. Donc voilà. Mais c'est vraiment un plus par rapport à toutes les chinoiseries qu'on voit sur le marché aujourd'hui. Malheureusement. Voilà.
Merci pour ton partage. Merci à toi pour cette belle interview. Écoute, ça m'a fait plaisir en tous les cas de faire ta connaissance. Merci à ta conjointe aussi qui était là. Et puis encore merci à Harley Besançon. Un grand merci à eux. De nous avoir accueillis et permis d'enregistrer aujourd'hui. Très bien. À bientôt, John. Allez, à plus. Ciao, bye bye. Bye bye. Fréquence Motors. Fréquence Motors.